Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis life coach et business coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de liberté à travers une meilleure éducation financière et une relation à l'argent plus puissante et plus apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Mon invité de la semaine est déjà venu sur le podcast au tout début du podcast en 2020. Il s'agit de Nicolas Decodin, cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr. À cette époque, Nicolas travaillait encore dans l'armée. La finance et l'investissement étaient uniquement des passions, mais secrètes. Il a depuis fait son coming out, comme il le dit lui-même, en quittant l'armée, en devenant officiellement conseiller en gestion de patrimoine, tout en continuant à être la plume derrière le site indépendant numéro 1 de vulgarisation de la finance et de l'investissement, j'ai nommé avenuedesinvestisseurs.fr. Depuis le temps qu'on me demande un épisode sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine, je suis heureuse de vous l'offrir enfin. Le métier de CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine, n'a pas très bonne réputation. Des conseillers non passionnés, mal formés, qui n'investissent souvent pas eux-mêmes, des conseils non personnalisés, la priorité donnée à la vente de produits plutôt qu'au conseil, le manque de transparence et le modèle de rémunération basé sur les rétrocommissions qui questionnent la réelle indépendance des conseillers. Bref, c'est de tous ces sujets que j'ai discuté avec Nicolas, lui qui a pourtant choisi cette profession et qui a même pour ambition de participer à la revalorisation du métier par la transformation de ses pratiques et notamment ses pratiques de rémunération. Je vous cache pas que c'est un épisode au vitriol qui ne manquera pas d'agacer ou de susciter en tout cas des réactions chez les professionnels du secteur et je serais ravie en fait à cette occasion d'ouvrir une discussion sur le sujet de l'indépendance. Mais pour l'instant, place à l'épisode. Hello Nicolas! Salut Delphine! Alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis très longtemps ou pour ceux qui se sont déjà lancés dans l'écoute des tout premiers épisodes, c'est la première fois que je reçois un invité une deuxième fois. Nicolas, c'était... Alors, c'est un honneur, merci. Je ne savais pas. Merci à toi. Ma mémoire me fait défaut, mais je crois que c'était l'épisode numéro 11. Que tu avais fait avec moi. Donc aujourd'hui, en tout, il y a plus de 110 épisodes. Donc effectivement, et je pense que c'était début 2020 parce que je pense que c'était avant le Covid. Exactement, on était complètement insouciants. La conjoncture, le monde et l'économie a complètement changé depuis. Et puis surtout, en fait, ce qui aussi m'a motivée à te réinviter aujourd'hui, c'est que tu es enfin tu n'es plus un anonyme. Parce que quand je t'ai invité la première fois, donc tu étais déjà le cofondateur de cet incroyable site qui est avenuedesinvestisseurs.fr, qui est un site de vulgarisation et de ressources sur l'épargne, le patrimoine, l'investissement, la finance, que tu as donc co-créé avec Ludovic, que j'avais aussi reçu dans un épisode. Mais à l'époque, c'était un passe-temps. C'était un passe-temps et donc tu jouais un peu la discrétion parce que ta vie professionnelle était complètement je dirais pas à milieu, mais était quand même assez loin de ce que tu fais aujourd'hui et donc on ne connaissait pas ton nom de famille. C'est ça, exactement. J'ai dit mon coming out, j'osais rien dire et après j'ai pu quitter l'armée en 2020, peu de temps après notre rencontre d'ailleurs. J'ai quitté l'armée parce que Avenue des Investisseurs avait pris de l'ampleur. Il fallait que je fasse un choix, soit Avenue des Investisseurs, soit ma carrière militaire. Mais j'ai fait mon choix, ma passion pour la vulgarisation de la finance perso. Et voilà, j'ai choisi ADI et j'ai pu me lâcher totalement dans le sujet parce qu'avant je travaillais juste le soir, le week-end et je pouvais pas me consacrer entièrement à ça. C'était frustrant.
Et en fait, ça faisait 10-15 ans. On va pas refaire l'épisode, le premier épisode, si vous avez envie de l'écouter. Voilà, je crois que c'est le numéro 11, mais on mettra les références en description. Mais ça faisait 10 ou 15 ans que tu donnais des conseils, que tu partageais tes expériences d'investissement en bourse, un peu sur l'immobilier aussi, tu partageais. La bourse, l'optimisation fiscale. Vraiment tous les sujets qui tournent autour de la gestion de l'argent et comment se construire un patrimoine. Et ça, c'est depuis 2009 à peu près. J'étais sur un forum à l'époque, un forum d'épargnants, des geeks. Et pendant des années, j'ai fait que ça. J'ai expliqué comment on investit, comment on place bien son argent. Et c'est en 2018 qu'on a créé avec Ludovic le site Avenue des investisseurs. Et c'est à partir de 2020 où là, ça a bien explosé. Et puis maintenant, en 2022, on est devenu une référence. Je le dis avec humilité, mais je crois qu'on est le premier blog indépendant sur le sujet en termes de visiteurs par mois. On a 150 000, 200 000 visiteurs par mois. Et ça fait nous le premier blog indépendant. Bien sûr, derrière les gros, mieux vivre votre argent, le revenu, capital. La finance pour tous. Oui, ça c'est une autre catégorie. On joue pas dans la même cour. Mais dans la cour des blogueurs indépendants, on est le premier de la niche. Et c'est pas usurpé d'ailleurs parce que moi-même, je renvoie toutes les personnes qui me demandent des conseils sur, on va dire, plus techniques, sur les placements, comme tu disais, l'ingénierie fiscale, tu vois, c'est très complet. On prend un produit comme la SCPI, par exemple. Vous allez expliquer tous les tenants et les aboutissants, comment on peut investir en SCPI, comment ça se passe. Tu l'as fait récemment et tu avais publié une analyse complète de ton propre investissement. J'ai investi moi-même 60 000 € en SCPI et là, j'ai carrément expliqué de A à Z pourquoi j'ai investi sur celle-là, comment j'ai fait, les relations avec la société de gestion, concrètement les échanges mails, le processus d'ouverture en ligne et le calcul du rendement brut, rendement net de fiscalité, le taux de rendement interne, et j'ai développé tous les calculs. Et ça, c'est très rare de voir ça. Exactement. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais franchement, j'ai jamais vu ça dans aucun magazine, des grands magazines publics, ou même d'autres blogs. J'ai jamais vu une analyse aussi complète. Et ça, je me suis dit, je vais le faire. C'est la valeur ajoutée qu'on apporte aux lecteurs, c'est qu'ils lisent ça, ils comprennent parce que je développe bien tous les calculs. Et même si je suis pas bon en maths, j'ai réussi à le faire, donc n'importe qui peut comprendre les calculs. On développe tout, et comme ça, ceux qui pensent investir en SCPI, ils lisent l'article, ils comprennent vraiment en pratique. C'est pas juste du blabla, oui, c'est l'immobilier, etc. Non, c'est vraiment en pratique. Je vous le promets, c'est pas le cash flow. C'est pas un épisode pour faire la pub d'Avenue des investisseurs, mais quand même, je vais vous en dire beaucoup de bien. Ouais, mais en fait, j'ai beaucoup de clients que j'ai conseillé d'aller chez toi et qui m'ont dit mais j'y ai passé des heures, non pas c'était laborieux, mon Dieu, c'était horrible, mais au contraire, une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait, j'ai passé des heures. Et tu sais, c'est le truc, tu commences exactement, tu commences à 19h en pensant que tu vas regarder 2-3 trucs, ça va durer 20 minutes, et puis à 23h, chérie, tu vas te coucher. Non, attends, je finis mon article sur Avenue des investisseurs. On est vraiment dans ce cas de figure. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment votre force, et ta force, parce que c'est toi qui rédige le contenu. Ludovic a un autre rôle tout aussi important. Ludovic rédige un peu aussi, mais plutôt le côté bourse. Okay. On a chacun nos spécialités, mais j'ai rédigé une bonne part des articles quand même, 2/3, on va dire. Et votre force à tous les deux, c'est la vulgarisation. C'est quand même assez incroyable, et notamment ce type d'analyse qu'on ne voit nulle part, comme tu disais, et qui peuvent permettre aussi, qui sont hyper intéressantes, parce que quand tu vas en rendez-vous avec ton banquier, justement avec ce type d'analyse, tu as un niveau de compréhension et un niveau de dialogue avec ton interlocuteur qui est plus du tout le même. Tu as même un niveau supérieur au banquier, généralement. Des fois. Parce que quelques heures, t'as un niveau supérieur au banquier, après tu peux le challenger et il est mal à l'aise après. Exactement. Mais il y en a beaucoup qui nous écrivent pour dire ça, que maintenant, devant leur banquier, c'est pas du tout le même rapport de force et qu'ils arrivent à beaucoup mieux négocier ou même à dire non. Ils voient que c'est mauvais, ils disent non. Et c'est vraiment un état d'esprit critique. On forme les gens. Donc avant, c'était une passion. J'ai essayé d'aller sur le fameux forum. J'étais allée en 2020 sur le fameux forum. Vraiment, t'as bien fait de créer un site. Mais t'étais une star sur ce forum, vraiment. Nicolas, c'était une star. Mais en revanche, c'est très compliqué ce format. Qui est très geek, etc. Mais par contre, donc vous avez bien fait de créer
de créer le site en tout cas. Et donc du coup, avant en fait de faire cette transition professionnelle de l'armée on va en parler aujourd'hui, à ton métier de conseiller en gestion de patrimoine, justement, tu t'étais formé tant que tu étais encore en emploi. Ça aussi, ça faisait partie des choses, il fallait pas trop en parler. Et depuis, donc, comme tu dis, tu as fait ton coming out. Et donc, tu te consacres non seulement à ton activité de vulgarisation via Avenue des investisseurs, mais tu as aussi donc passé un diplôme. C'est ça, en fait, c'était en 2020-2021 mon diplôme, mais ça s'est fait en même temps que l'armée finalement. J'ai fait une reconversion, j'étais capitaine et j'ai eu le droit à une reconversion. Et donc, aussi, j'étais transparent avec l'armée. J'ai pu signer pour c'était mes quelques derniers mois que j'avais avec eux. Ils m'ont autorisé la reconversion pour faire un Master 2 en gestion de patrimoine. Et c'était assez long, en fait. C'était pas 10 mois, c'était 15 mois ou 16 mois parce que c'était une formation à distance, en continu, avec des personnes, j'allais dire des personnes âgées. Mais non, la moyenne d'âge, c'était 40 ans comme moi. Mais pas des jeunes, tu vois, c'est des formations continues, des gens qui ont déjà une certaine maturité. C'est pas comme nous quand on avait 22 ans, nos études initiales. 40, 45 ans, même 45 ans, même 50 ans, les plus âgés. Et on a fait ça jusqu'en 2021. J'ai eu mon diplôme là en septembre 2021. Et donc maintenant, officiellement, je suis CGP et j'ai passé aussi la certification AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Et il faut passer cette certification parce que c'est ce qui t'autorise réglementairement, légalement, à exercer le métier. Sinon, c'est pratique illégale du métier. Si tu as un médecin qui est pas diplômé médecin, il peut pas exercer médecin. C'est pareil pour un CGP, il faut qu'il soit diplômé et certifié par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, on va utiliser le terme CGP tout le temps pendant l'épisode. Conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. Ouais, ça va plus vite de dire CGP. C'est dit une bonne fois pour toutes. Ça m'intrigue cette histoire de t'étais que avec des quadras dans ta formation. Alors déjà, est-ce qu'il y avait des femmes dans ta formation? Ah oui. Contrairement aux idées reçues, il y avait 50% de femmes. C'était très, très mix. Trop bien. Il y avait 50% de femmes, il y avait vraiment de tous les profils, des mamans, des pas mamans. Et alors, c'était des trajectoires de reconversion. On était plutôt dans des gens qui engageaient une reconversion professionnelle avec un virage assez important par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Il y en avait certains qui étaient déjà dans le milieu de la banque, mais qui voulaient évoluer dans la banque. Et d'autres qui étaient juristes. Je pensais à une juriste dans un cabinet Big Four, genre KPMG, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était de ce genre-là, qui voulait prendre un pli CGP. Parce qu'en finalement, CGP, c'est 3 axes. C'est un métier avec 3 axes. Il y a juridique. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de juristes. Elle avait une maîtrise de droit, un master de droit même. C'est juriste, c'est financier. Donc, on trouve aussi des purs financiers. Moi, j'avais un copain, Oscar, qui avait fait un master, lui, 20 ans avant. Il avait son master en allocation d'actifs. Allocation d'actifs, c'est un gérant de fonds. Grosso modo, c'est un gérant de fonds d'investissement. Il va prendre des actions, des obligations, etc. Il fait un fonds d'investissement. Lui, c'était vraiment un pur produit financier. Ça, c'est le deuxième côté du métier. Et il y a aussi des juristes financiers, des fiscalistes également. Il y avait un ami de la promotion qui était avocat fiscaliste. Là, ça résume bien le métier de CGP, c'est ces 3 facettes. Juriste, fiscaliste, financier. Donc, on avait les 3 profils. On avait aussi un agent immobilier, très sympa. Mais lui, il n'y connaissait rien du tout en droit financier. Il n'a pas eu son diplôme d'ailleurs. C'était pas évident pour lui. Mais tu vois, l'écart était trop grand avec. Ouais, il avait pas. Je crois qu'il avait une licence immobilier, je crois. Et là, l'écart, il était trop grand. Il connaissait pas du tout les autres facettes du métier, fiscal, financier, etc. Il était un peu largué. Donc, il n'a pas eu son diplôme. Mais c'est pour résumer, tu vois, les profils, c'est vraiment c'est très large comme métier. Donc, on trouve de tout. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire cette reconversion, sachant que, en fait, ta légitimité, tu l'avais déjà créée dans le cadre de tes autres activités? C'était quoi le projet? J'ai beaucoup hésité à faire ce diplôme parce que je me suis dit, ça va être plus d'1 an, ça va être lourd. Peut-être que je vais m'ennuyer parce que je connaissais déjà beaucoup de choses en pratique. Peut-être que je vais m'ennuyer. À quoi ça va me servir? Et puis je me suis dit, bon, je vais le faire. Après tout, je suis pas omniscient. Je vais sans doute apprendre des choses. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai vu le programme était intéressant. Quand j'ai vu Dauphine, c'était trop juriste. Je me suis dit, là, je vais m'ennuyer. Et j'ai vu le programme de l'université, c'était l'IAE Créteil, Gustave Eiffel. Quand j'ai vu le programme Master 2 Gustave Eiffel, j'ai vu que c'était très complet. Il y avait vraiment les 3 métiers, financier, fiscal, juridique. Ça va m'intéresser. Et j'ai des choses à apprendre en juridique. Je savais que j'étais très bon sur la partie fiscal
et financier, parce que moi-même, j'ai investi depuis 15 ans et en autodidacte, j'ai appris plein de choses. Mais le côté juridique, je me suis dit que j'allais apprendre. Effectivement, j'ai beaucoup appris. On avait un professeur qui était notaire pour toutes les questions de droit civil. Il y a plein d'applications, hein, quand on se marie, quand on a une succession, un décès, une succession. Même l'assurance vie, il y a des questions juridiques avec la clause bénéficiaire. Donc, le juridique, c'est hyper important dans le métier. Et là, j'ai appris. Honnêtement, j'ai appris. En revanche, le côté financier, j'ai rien appris. Je connaissais déjà tout. Donc, les partiels, c'était les doigts dans le nez. Et d'ailleurs, j'ai appris des choses au professeur. Il ne connaissait pas les trackers. Je ne sais pas si ça te parle. Mais les trackers, ce sont des ETF. Les ETF. Ben voilà, tu maîtrises. Et les professeurs ne connaissaient pas. On avait pourtant des professeurs. C'était pas des professeurs, des purs professeurs, c'était des professionnels. On avait un notaire qui nous enseignait le droit. On avait un avocat fiscaliste qui nous enseignait le droit fiscal. On avait des gestionnaires de fortune qui nous enseignaient la gestion de patrimoine. Et donc, ben moi, je me disais, les gens, ils ont de la bouteille, ils connaîtront. Et moi, je disais en cours, mais attendez, là, on est en train de voir la location d'actifs, comment investir en assurance vie entre les différents fonds. Vous proposez que des fonds actifs, mais moi, j'aimerais bien proposer des fonds, des trackers. C'est moins de frais. Il y a beaucoup moins de frais pour le client, c'est mieux. Et j'ai un prof qui me c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Et j'expliquais les fonds indiciels, les ETF. Vous connaissez peut-être sous le nom ETF, comme toi, tu l'as dit. Ouais. Mais non, il ne connaissait pas du tout. Et le mec, il avait au moins 15 ans d'expérience. Ah ouais, effectivement, tu vois, il y a des profs qui sont pas passionnés peut-être par leur truc. À titre perso, peut-être que lui n'investit pas, donc il connaît pas. Et moi, là, j'étais choqué. Je me disais, mais c'est la base, les trackers. Quand on investit, c'est beaucoup mieux que les fonds actifs. Statistiquement, les trackers battent 95% des fonds actifs. Et on s'était pris un peu la tête avec une collègue, parce que sa femme, enfin, son mari, il était gestionnaire d'actifs. Il m'avait dit, mais non, mais Nicolas, si tu proposes ça à tes clients, tu vas pas gagner ta vie. Parce que les fonds actifs, c'est 2% de frais de gestion. Et moi, je prends 50%, donc je gagne 1% de frais de rétrocommission. Mais si je propose des fonds, des trackers, ce que tu dis, et moi, je mets la clé sous la porte, je peux pas faire ça. Et là, j'ai compris, effectivement, on a deux visions du métier. Toi, tu penses à tes intérêts à toi, ok. Mais moi, je pense aux intérêts des clients et je ne peux pas leur proposer autre chose que les trackers parce que je sais pertinemment qu'ils vont perdre de l'argent s'ils prennent un fonds actif. Ils vont peut-être gagner, mais moins qu'un tracker. Et c'est deux visions du métier qui se confrontent. Et on va en reparler tout à l'heure parce que forcément, il y a une grosse partie de notre discussion qui va tourner autour de c'est quoi ce métier, comment le CGP se rémunère, et il y a différentes philosophies là, et on va voir. C'est pas un métier qui a très bonne presse, faut être tout à fait exact. Il y a beaucoup de CGP qui font que vendre des trucs, des Pinel ou voilà. des trucs très chargés en frais sans... On va en reparler, mais tu vois, dans l'idée de le CGP a pas forcément bonne presse, moi, il y a un truc qui m'étonne. Et tu me dis, ton master, il était en 15-16 mois. Probablement que si tu l'avais fait à full time, peut-être ça aurait été 8-10 mois ou quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Comment on peut imaginer maîtriser le droit avec toutes les dimensions, la fiscalité et la partie finance en un temps aussi restreint. C'est-à-dire que, alors après tu vas me dire, oui, on sort de là, on est entre guillemets junior, quoi. Mais je suis pas sûre que, en fait, junior, oui, mais t'es quand même embauché. Toi, tu t'es lancé en indépendant, on va en reparler, mais il y a des gens, on peut le faire en tant que salarié, on peut le faire en tant qu'indépendant. En vrai, on est accrédité, on peut exercer le métier. Mais tu vois, moi déjà, je me dis, mais ça fait peur parce que déjà, ça me fait peur parce que je me dis, mais mince, comment je peux m'assurer que j'ai un CGP crédible en face de moi? Et en plus, quand tu me dis, parce que moi, j'aurais tendance à me dire, attends, je vais prendre un mec qui a 40, 45, 50 ans, il a du métier. Mais non, parce que tu me dis que les gens de 40, 45 ans, en fait, c'est des gens qui ont fait des reconversions et en fait, on peut même pas se fier à l'âge. Même si il y a des gens qui vont bondir, comment ça, les gens de 45 ans sont plus crédibles? Non, mais il y a forcément des jeunes qui sont hyper compétents parce que hyper passionnés aussi de ce métier-là. Mais moi, je veux, voilà, voilà. Bref, t'as compris mon point. Ouais, c'est clair que 40 ans, 45 ans, on peut s'imaginer que la personne a 25 ans de carrière derrière elle, qu'elle connaît tous les sujets, les trackers, les CPI, la succession, comment on optimise. Mais non, pas forcément. Peut-être qu'il sort d'école et peut-être que lui-même, c'est un job alimentaire et il ne connaît pas les sujets. Je vais pas casser du sucre sur le dos de mes anciens camarades de promo, mais on discutait ensemble et je me rends compte que beaucoup ne sont pas passionnés finalement et ils n'investissent pas à titre perso
Et pour moi, c'est essentiel d'investir à titre personnel quand on conseille. Enfin, toi, tu sais de quoi tu parles quand je t'écoute. Enfin, tu parles d'immobilier. Tu connais largement mieux que l'agent immobilier lambda qui a jamais investi en immobilier. Toi, tu sais t'investir en immobilier, location courte durée. En plus, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Oh oui. Donc, tu as l'expérience, tu sais expliquer aux gens. Et pour moi, c'est vraiment la base du truc, quoi, la passion et la personne si elle connaît ou pas le sujet. Et moi, je sais expliquer aux gens sur ADI comment ça marche, les CPI, les trackers, l'investissement en bourse, parce que j'investis depuis 10 ans. Tandis que les gens qui font des études, si à titre perso, et c'était le cas là, si à titre perso, ils n'investissent pas, et moi, c'était une des premières questions que je posais à mes petits camarades. Parce que si j'avais en tête, est-ce que lui, je le recruterais? Si je crée mon cabinet plus tard, est-ce que lui, je faisais un peu des castings comme ça, sauvages, mais je discutais avec eux. Et j'ai fait un peu mon choix comme ça. Et je discutais avec tout le monde et je me disais, mais là, sur la trentaine de la promo, il y en a que 2 ou 3 que je recruterai. Parce que c'est des personnes que je sens passionnées par le métier. On parlait, même le déjeuner à table, on parlait de ça parce que ça nous passionnait. Les autres, ça les saoulait. Eux, ils étaient vraiment intéressés de trouver des solutions pour les cas pratiques qu'on étudie en cours. On discutait des meilleures solutions pour le client. Et je me disais, lui, il ferait une bonne recrue si je devais recruter quelqu'un. Parce que non seulement il a la pratique, il investit déjà en immobilier ou en bourse. Et en plus, je vois qu'il s'intéresse vraiment au sujet du cas pratique. Il veut résoudre le problème du client. Voilà, pour moi, c'est ça le principal, c'est la passion. Et si on a déjà la pratique. Donc, c'est hyper important. Ce qui crée une première barrière pour nous, tu vois, les gens lambda, c'est toi, tu dois avoir cette question de manière récurrente où tu l'avais avant et maintenant tu as une réponse. Mais moi, on me demande régulièrement, mais est-ce que tu as un conseiller à me recommander, à qui je peux m'adresser pour faire un point sur ma situation financière, patrimoniale, etc. Et donc, le premier frein, on doit choisir, c'est-à-dire on doit juger de la qualité de notre interlocuteur. Alors que nous-mêmes, on n'a pas le niveau pour juger. Exactement. C'est ça qui est compliqué. C'est ça le problème. Ouais. Et le problème, c'est que effectivement, il faut qu'on aille passer des heures sur Avenue des investisseurs, qu'on se forme et qu'on ait un niveau qui nous permet d'avoir une discussion à un certain niveau. Et après, il faut qu'on prenne des rendez-vous. Et alors là, c'est pareil. Est-ce que je prends un rendez-vous avec le CGP qui est dans ma banque, qui est gratuit? Si c'est pas à ma banque, alors vous ne le voyez pas, mais Nicolas m'a fait un gros non de la tête. Je sais très bien ce que tu en penses, on va en reparler après. Il y a des CGP qui sont indépendants, mais quel cabinet, etc. Et puis, pour être tout à fait honnête, c'est pas une question que les gens sont hyper à l'aise à poser à leurs amis. Est-ce que tu as un bon conseiller financier à me recommander? Et puis les amis, ils sont de bonne intention, mais ils sont pas toujours de bons conseils. Non, j'ai vu mon super conseiller dans ma banque, c'était super. Ouais. Et en fait, savent pas juger. S'ils n'ont pas eux-mêmes un bon niveau, ils ne savent pas juger si c'est bien ou mal. Ils n'en savent rien du tout. Moi, ça a commencé comme ça en 2007, quand j'ai rencontré un collègue de travail justement qui m'a mis en relation avec son ami qui était CGP. Je lui ai fait confiance, mais j'aurais pas dû. Et moi, je lui ai fait confiance parce qu'il m'a dit qu'il est très bon. Mais en fait, avec le recul, maintenant, je sais dire qu'il était très mauvais, ce conseiller. Mais à l'époque, j'y connaissais rien et j'ai fait confiance et j'ai dit, bon, s'il me dit qu'il est bon, je lui ai fait confiance. Et non, ça partait d'un bon sentiment. Sans doute, il n'a pas voulu m'escroquer en me disant, on va voir lui, alors qu'il savait que c'était mauvais. Il devait être persuadé qu'il était bon, sauf que, avec le recul, avec mes connaissances actuelles, je sais que non, c'était quelqu'un de très mauvais. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident. Pour juger quelqu'un est bon, faut être soi-même assez compétent. Et c'est pour ça, oui, tu le dis bien. Si tu passes 2-3 heures sur Avenue des investisseurs, déjà, tu comprends un peu la base, les trucs, et tu sais, tu as un fond de sac, tu as des fondamentaux qui te permettent d'évaluer le professionnel en face de toi. Tu vois déjà s'il te raconte des carabistouilles. Des carabistouilles, Nicolas. Tu connais l'expression? Tout à fait, mais je m'attendais pas à ce que tu me sortes ce mot. C'est très mignon. Tu vois, s'il te raconte des carabistouilles, tu le vois, tu le détectes. Tandis que si tu as un niveau 0, tu vas gober toutes ces paroles, tu vas signer, et tu vas te rendre compte, malheureusement, dans peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, que tu as fait des bêtises. Voilà. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut un minimum d'esprit critique. Et ouais, j'ai eu cette discussion avec des proches il y a quelques mois qui sont effectivement allés voir un conseiller et ils me demandaient mon avis, on en discutait et là je leur posais des questions, je fais ok, alors du coup qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme produit, qu'est-ce qu'il y a comme frais d'entrée, de sortie, est-ce qu'ils vous ont parlé des frais? Et là je voyais que mes
mes proches en question, n'arrivaient pas à répondre à mes questions parce que eux-mêmes n'avaient pas posé les questions en fait. Ouais, et parce que ça leur traversait même pas l'esprit, ils savaient pas qu'il y avait des frais possibles. En réalité, quand tu connais pas, tu exactement comme en fait, ils savaient pas quelles questions poser, donc en fait, comment se passe un rendez-vous dans ces cas-là? Et tu vas me donner ton avis, mais en général, c'est la personne déroule un peu son speech, son argumentaire commercial, voilà, et il faut pas oublier que un CGP est en fait, alors j'allais dire un CGP est un commercial, pas toujours. Mais il y a quand même une relation commerciale, en tout cas, qui se joue dans derrière cette dimension de conseil. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est une première énorme barrière au fait de s'adresser à un conseiller en gestion de patrimoine, c'est que ça demande de se former soi-même et quelque part on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'expertise pour juger de l'expertise. C'est ça. C'est ça. Et dans ce cas-là, quand on est suffisamment expert, on passe pas par le conseiller. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais non, disons qu'il faut avoir un niveau débutant ou débutant plus pour pouvoir juger un minimum. Faut pas être expert, mais il faut au moins être débutant plus, voire confirmé pour savoir juger si le mec en face il est bon ou pas, quoi. Ou la dame, parce qu'il y avait 50% de femmes dans ma promotion. Et c'est ça qui est pas évident. Donc faut un minimum de savoir, de connaissances en immobilier, en bourse, en optimisation fiscale aussi, parce qu'il y a beaucoup de CGP qui ne font que vendre des produits des fiscs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le mieux rémunéré. En cours, même, j'ai un professeur qui nous l'a dit, qui était très honnête, j'ai apprécié, et qui nous a dit, mais si vous voulez être riche, vendez du Pinel. C'est pas forcément le plus adapté aux clients, mais c'est le Pinel qui vous rémunérera le mieux, parce que c'est entre 5 et 10% de commission. Donc, imagine un appartement de 200 000 euros, tu gagnes entre 10 et 20 000 euros de commission si tu vends un Pinel. Et là, tu vois, est-ce que tu veux servir l'intérêt du client ou ton intérêt à toi? Et vu que c'est le produit qui marge le mieux, du verbe marger qui rémunère le plus en rétrocommission, il y a beaucoup du coup de CGP qui se disent ok, je vais pas m'emmerder, je vais axer mon discours sur le Pinel en écartant toutes les autres solutions possibles, parce que si je vends le Pinel, j'aurai plus de commissions. Et tu vois, donc il faut avoir un minimum aussi de connaissances en fiscalité pour même en investissement globalement, pour se rendre compte que c'est pas forcément plus rentable et qu'il faut comparer les solutions immobilières. Tu vois, un appartement, tu le sais très bien, pour un même appartement, tu peux le louer en LMNP, location meublée non professionnelle, tu peux le louer en revenu foncier et faire des déficits fonciers si tu as beaucoup de travaux, tu peux le mettre en Pinel, tu peux le mettre tu peux l'investir dans une société. Tu peux le faire en SCI, tu peux le faire en... Tu as une dizaine de solutions. Et un mauvais conseiller, qui sera pur commercial, il va pas te présenter les solutions. Il va dire, OK, prenez cet appartement en Pinel. Un bon conseiller, il va dire, alors cet appartement, on va l'étudier, on prend un Excel, qu'est-ce que ça donne comme rendement, comme cash flow et comme taux de rentabilité interne si on l'exploite en revenu foncier? Qu'est-ce que ça donne si on l'exploite en LMNP? Qu'est-ce que ça donne si on l'exploite en Pinel, en truc? Et là, tu as une vision complète et là, tu peux choisir la bonne solution. Tu vois, il t'a pas orienté directement vers une seule solution qui l'arrange lui. Il t'a proposé un panel de trucs avec des bonnes simulations et là, tu choisis. Ça, c'est du bon conseil. Bon, outre le fait que c'est quand même assez grave ce que tu viens de dire, parce que là, je raconte les coulisses du métier. Certains vont m'en vouloir, les prochains. Je sais que moi, tu me l'avais déjà dit, donc j'avais déjà été choquée une première fois et je suis re-choquée de l'apprendre. Mais là, on est au cœur de pourquoi le CGP a mauvaise presse. Et le gros sujet autour du conseiller en gestion de patrimoine, c'est son mode de rémunération. Il y a plusieurs modes de rémunération. Donc, grosso modo, il y a deux grosses catégories de conseillers en gestion de patrimoine. L'indépendant ou le salarié, qui est en général salarié d'une institution bancaire, d'une banque. Et même ça se subdivise en deux indépendants. J'expliquerai après si tu veux, mais il y a CGP de banque et CGP indépendant qui travaille hors banque. Et le CGP indépendant hors banque, il se subdivise lui-même en deux types de CGPI. I comme indépendant, il y a deux types. J'expliquerai après si tu veux. Ouais, mais parce qu'il y a plusieurs types de rémunération là-dedans, mais il y en a un qui est extrêmement marginal, c'est pour ça que je le laisse de côté. Et en vrai, c'est le meilleur. On en parlera à la fin, mais il y en a très peu. Et en fait, le mode de rémunération du CGP est un peu au cœur du problème. Parce que d'un côté, on va avoir le conseiller de la banque. Alors lui, c'est gratuit. Ce sera bien.
C'est très bien. À un moment donné, à partir d'un certain niveau de patrimoine, on va avoir notre conseiller bancaire qui nous dit on a un conseiller dans l'agence, vous pouvez le consulter, vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est gratuit, vous pouvez faire un bilan patrimonial avec lui, etc., etc. Et là, c'est quoi le problème? Alors, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est que tu n'auras pas de conseil et il va juste te vendre. Et d'ailleurs, les banques ne vendent que ça, du Pinel. Enfin, en matière d'immobilier, les banques ne vendent du Pinel. Elles vont jamais te dire, bon, écoutez, c'est pas intéressant le Pinel. Allez plutôt voir, là, il y a un appartement au coin de la rue qui est en vente. Dans l'ancien, achetez plutôt celui-là. Non, si le banquier fait ça, il gagne rien. Il n'a pas de chiffre d'affaires sur vous. Donc, il ne peut pas faire ça. Et donc, pour bien servir sa banque, il ne peut faire qu'une chose, c'est vendre du Pinel ou alors du LMNP, mais en résidence. En résidence étudiante, résidence de vacances, résidence personnes âgées, parce que là, c'est comme le Pinel, c'est commissionné. Ouais. Et voilà, donc c'est soit le LMNP, mais pas traditionnel, hein, pas le LMNP dans l'ancien, on achète son appart, on rénove. Non, le LMNP en résidence ou le Pinel, et là, c'est des grosses commissions. Donc ça, c'est pas du conseil, c'est juste de la vente. C'est ça. Et alors même si on va dire que, allez, on va pas dire que tous les CGP sont malhonnêtes, mais dans l'absolu, il y a quand même une limitation à ce genre au CGP de votre banque, c'est que son conseil s'arrête au produit qu'il a en magasin, entre guillemets. Si vous conseille, si votre CGP vous conseille une assurance vie, dans l'absolu, c'est un produit qui est tout à fait qui est chouette. C'est un produit très classique, c'est un produit qui a énormément d'avantages. Mais la problématique, c'est que votre banquier, Crédit Agricole, Banque Populaire, CIC, BNP, peu importe, il va vous proposer l'assurance vie de sa banque. Et donc, si c'est pas le meilleur produit du marché, si c'est pas la meilleure assurance vie du marché, il va pas, d'une part, il va bien se garder de vous le dire. Et puis, effectivement, il va orienter son discours pour vous faire comprendre que effectivement c'est en fait il a déjà toutes les solutions, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est ça, oui, il a juste un catalogue avec quelques produits à vendre et c'est tout. Tandis que si tu es indépendant, tu peux choisir toi-même les produits, et des assurances vie, il y en a des centaines. Il doit en avoir 300, 400 sur le marché. Donc ça serait un merveilleux hasard que ça soit ton agence qui distribue la meilleure du marché. C'est totalement improbable. Mais d'ailleurs, il y a des classements sur les assurances vie. C'est ça, nous on a fait un classement des meilleures assurances vie. Sur ADI, sur Avenue des Investisseurs, on a classé les 3 meilleures assurances vie et il n'y en a aucune qui est en banque. C'est 3 assurances vie très spécialisées par des courtiers en ligne dont c'est leur métier. Leur métier, c'est leur cœur du métier, c'est purement l'assurance vie. Ils sont très bons là-dedans. Tandis que quand tu parles à un banquier, l'assurance vie, tu te rends compte qu'il n'y connaît pas grand-chose. Hein. Il va te dire que c'est bloqué alors que c'est pas bloqué. Il va te dire qu'il connaîtra pas les frais alors qu'il y a des frais de gestion, des frais sur versement, etc. Les bonnes assurances vie, il n'y a pas de frais sur versement. Mais l'assurance vie de la banque, il y aura des frais sur versement. À chaque versement, il va te prendre 2, 3, jusqu'à 5% de frais sur versement. C'est énorme. Les bonnes assurances vie, il n'y en a pas. Mais ça, il va bien se garder de te le dire. Il va juste mettre en avant peut-être les avantages fiscaux, parce que l'assurance vie, c'est super. Moi, c'est mon enveloppe fiscale préférée pour investir à l'assurance vie. Et c'est une super enveloppe. Mais les avantages fiscaux, les avantages sont les mêmes pour toutes les assurances vie. En fait, ce qui est pas facile de comprendre, c'est autant le livret A, c'est le même produit partout. C'est le même partout. Ouais. Autant, je crois que tous les autres produits tous les livrets réglementés sont pareils. Tous les livrets réglementés, livret A, PEL, CEL, LDD, livret de développement LEP, livret d'épargne populaire. Tout ça, ce sont les livrets réglementés. Réglementés, c'est-à-dire que c'est réglementé par l'État qui a fixé les règles. Les frais, le rendement, quel est le taux d'intérêt, voilà. Et donc, toutes les banques ont les mêmes. Là, il n'y a pas de concurrence. Vous n'avez pas besoin de démarcher 50 000 banques. En revanche, pour les crédits immobiliers, les assurances vie ou le PEA, le plan d'épargne action, là, faites le tour des banques parce que c'est le jour et la nuit entre les banques. Et pas que les banques, d'ailleurs, il faut aussi voir les courtiers spécialisés en assurance vie. Vous regarderez si ça vous intéresse le classement des meilleures assurances vie sur notre site. Mais là, on voit que c'est hors banque. Et là, il faut faire le tour parce que c'est pas réglementé par l'État. Disons que l'État réglemente la fiscalité. C'est une niche fiscale, l'assurance vie. Après les 8 ans, on peut sortir sans impôt sur le revenu. Exonération d'impôt sur le revenu sur les gains. C'est aussi une niche fiscale pour la transmission de patrimoine. Mais ça, c'est des règles fixées par l'État fiscal et juridique. Mais au niveau financier, il n'y a pas de règles. C'est le Far West et les banques font ce qu'elles veulent. Elles peuvent mettre autant de frais qu'elles veulent, etc.
Et c'est pour ça que là, il faut faire vraiment le tour. Il faut bien comparer, parce que sinon, vous allez vous faire empapaouter. Encore une expression. Vous allez vous faire empapaouter si vous prenez n'importe quelle assurance vie. Il faut vraiment comparer. Le plan d'épargne action, c'est pareil. Et si vous avez un conseiller qui est rémunéré en rétrocommission, il n'est pas fou. Il va vous vendre le produit avec le maximum de frais pour avoir le maximum de rétrocommission pour lui. Et vous-même, si vous avez plus de frais, vous avez moins de performance nette dans votre poche. Je suis abonnée à la newsletter de Marc Fiorentino, le Morning Zapping, que je conseille vraiment. C'est top. Et il y a, je crois que c'était déjà au mois de juillet, il faisait un point justement sur le niveau d'encours, c'est-à-dire le volume global d'argent que les gens mettent en assurance vie. Et en fait, les grands gagnants, c'était les assurances vie des banques. Donc majoritairement, et c'était des banques qui avaient les plus grosses parts de marché. Donc majoritairement, la conclusion, c'est que les gens mettaient leur argent dans l'assurance vie de leur banque. Et que le top 3 de ces assurances vie qui recueillaient le plus d'argent étaient respectivement classés 56e, 73e et 106e, je crois, sur les performances. Et alors, c'était génial. J'avais fait une story à l'époque, mais bon, ça dure 24 heures les stories. Mais c'était effarant en fait. Et moi-même, je l'ai fermée depuis, mais j'avais une assurance vie qui avait des frais sur versement supérieurs à mon rendement. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais de l'argent dessus, je perdais de l'argent en fait. Je mettais 100 euros. En fait, il n'y en avait que 98 parce que c'était 2% qui étaient crédités et mon rendement, je devais être en fonds euros à l'époque, était inférieur à 2%. Donc, en fait, je perdais de l'argent quand je mettais de l'argent sur mon assurance vie, ce qui est quand même incroyable. C'est dingue. J'aurais perdu moins d'argent en le mettant sur mon livret A. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux un bon livret A, enfin un livret A qu'une mauvaise assurance vie. Et parce que et on dresse le même constat que Marc Fiorentino. On a remarqué effectivement, et c'est officiel les chiffres. On voit que les plus gros encours, les plus gros succès, c'est les mauvaises assurances vie, parce que c'est celles qui sont distribuées dans l'agence du coin, qui a pignon sur rue, et les gens ne comparent pas le français, le grand public, il n'y connaît rien, donc il sait même pas qu'il y a différentes assurances vie à la limite, il croit que c'est partout la même, il ouvre, et voilà, il se fait avoir effectivement, comme toi, quand tu n'y connaissais rien, tu as eu ton assurance vie avec des frais sur versement, et les frais sont supérieurs au fonds euro, au rendement du fonds euro, et après du coup le client se dit mais c'est mauvais l'assurance vie. Il jette le bébé avec l'eau du bain. Lui, il résume ça en disant l'assurance vie, c'est de la merde. Alors que non, c'est juste ton contrat qui est pourri. Compare, prends un bon contrat et là, tu verras que l'assurance vie, c'est super. Mais il faut juste prendre le bon contrat. Et oui, ça fait de la peine pour les Français qui ne comparent pas parce que 95% du marché, je crois, et la part du gâteau, c'est 95% dans les mauvaises assurances vie. Et 5%, et c'est malheureux, mais c'est une injustice pour moi, c'est les 5% des gens qui prennent les bonnes assurances vie, c'est les mieux éduqués. Financièrement. C'est ceux qui ont la chance d'avoir les parents bien éduqués qui leur ont dit, ou ceux qui ont fait les bonnes études. Voilà, c'est une injustice sociale pour moi. Sauf les gens qui vont sur les sites, qui se renseignent eux-mêmes. Là, ils vont prendre les bonnes assurances vie, mais globalement, c'est les gens qui ne s'intéressent pas qui vont prendre. Et c'est souvent les populations les plus fragiles qui se font avoir, qui prennent des mauvais contrats avec plus de frais que de rendement. Fragile peut-être, mais moi je dirais aussi. Les gens qui vont avoir tendance à investir de manière raisonnable. Ou les personnes qui investissent peu, mais qui ont une stratégie patrimoniale qui est essentiellement basée sur l'épargne, avec des petits rendements, mais sur un temps très long. Et en fait, avec les effets d'inflation et un mauvais produit d'épargne combiné à l'inflation, et en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on perd de l'argent. C'est-à-dire que c'est le capital de votre vie que vous avez gagné avec le travail, que vous accumulez. Alors, les chiffres sont là sur votre compte en banque, mais en fait, c'est 10 000, 50 000, 100 000 euros 20 ans après. En réalité, vous permettent d'acheter moins ou représentent un pouvoir d'achat beaucoup moins important que 20 ans avant parce qu'ils n'ont absolument pas fructifier comme ils auraient dû fructifier. Tu vois, donc, 100 000 euros c'est une perte. Peut-être que c'est que 60 000 euros dans 20 ans, peut-être avec l'inflation. Exactement. Alors que si tu as bien placé 100 000 euros, dans 20 ans, c'est 400 000. Tu fais x2 tous les 10 ans quasiment. 100 000, 200 000 dans 10 ans, 400 000 dans 20 ans. Et tu vois la différence, alors tu as mis la même somme, 100 000 euros, dans 20 ans, il y en a un qui a que 60 000 et l'autre, il a 400 000.
Alors que c'est le même effort d'épargne à l'instant T. Mais en plus, on parle pas forcément de prendre des risques démesurés parce que souvent, on s'imagine que si on gagne de l'argent avec nos investissements, c'est qu'on a pris nécessairement des risques. Il y a vraiment tous les niveaux de risque et c'est pas forcément vrai. Mais en fait, moi, j'explique souvent à mes clients, il y a 2 systèmes parallèles. C'est on peut gagner de l'argent avec son travail et aussi on peut gagner de l'argent avec son argent. Et c'est bête de passer à côté parce que peut-être aussi un peu par flemme, par fainéantise ou par manque d'appétence au début, mais sans ce savoir-là, effectivement, on passe à côté de ce 2e système qui fait que notre argent fait des petits et nous permet de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que le sujet me passionne, quand tu comprends que en fait, soit tu travailles pour l'argent, soit c'est l'argent qui travaille pour toi. Et moi, je suis un peu fainéant, je l'avoue. Moi aussi. Et je me dis que moi, je travaille, t'as compris. C'est pour ça que tu as le déclic aussi. Je pense que c'est le point commun de plein d'investisseurs parce qu'on a compris que moins on travaille, mieux on fait travailler notre argent, moins on a besoin de travailler nous-mêmes avec nos bras pour notre cerveau pour gagner de l'argent. Et je préfère faire travailler mon argent pour moi, avoir plus de temps libre, être tranquille, parce que c'est énorme ce pouvoir d'argent du travail. Ça te rapporte plus de revenus passifs que de revenus du travail quand tu as besoin de travailler. Mais il y a cette barrière d'éducation et de formation, donc auto-éducation, auto-formation, ou éventuellement le compléter avec des formations qui, là, vont être payantes, pourquoi pas, mais honnêtement, 80% de votre savoir, 90% de votre savoir, vous pouvez le faire, mais c'est juste que vous pouvez le faire gratuitement. Par contre, il va falloir y consacrer du temps. Mais le gain est tellement énorme et voilà, c'est tellement dommage. Et comme tu dis, c'est aussi une injustice sociale. Voilà, les gens qui ont compris que l'éducation financière pouvait changer une trajectoire de vie, effectivement, l'ont compris moi, j'ai pas été formé pour ça. Ça m'a pris quand j'étais tout petit. Mes parents mes parents ils placent mal. Ça fait depuis 1 an seulement qu'ils se tournent vers moi pour que je les aide à placer. Mais c'est tout petit. Quand j'apportais mon livret A, j'apportais mon livret A à la banque. Et à l'époque, c'était encore un vrai livret à carton jaune. C'était un livret physique en jaune. Et la dame prenait son tampon, elle tamponnait, tac, avec les intérêts. Et tous les ans, j'y allais, elle mettait mes intérêts. Il y avait les lignes qui s'allongeaient au fil des ans. Et là, j'ai compris quand je voyais les intérêts, c'était écrit, à l'époque, c'était les francs, c'était écrit 500 francs. L'année suivante, c'était 550 francs. Alors que j'avais pas ajouté d'argent sur le livret. C'était plus en plus. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je gagne de plus en plus? Et là, je pense que j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. J'ai compris que le phénomène des intérêts composés. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait le déclic. Et après, j'ai tout de suite voulu comprendre comment ça marche, ça, dès tout petit. Et il faut un déclic, je pense, à un moment donné, tu as un déclic. Et là, tu comprends le truc et tu dis, ah oui, c'est hyper puissant. Et mieux je maîtrise les intérêts composés et mieux, moi, j'aurais besoin de travailler dans la vie. Donc, on a compris qu'on évite d'aller voir un CGP de banque. Parce que c'est un commercial. Après, voilà, toi et moi, on va avoir un discours, j'ai envie de dire, caricatural et en même temps, bon, oui et non. Je sais que les CGP vont nous écouter, ils vont nous dire c'est abusé Delphine, tu peux pas dire ça, on conseille, on a un devoir de conseil et je le sais. Ma sœur me disait ça à propos des banquiers aussi parce que c'est son métier et oui, les banquiers ont un devoir de conseil, mais la limite du devoir de conseil d'un professionnel de la banque, c'est son catalogue. C'est juste ça qu'on dit, dans la mesure où son conseil est limité à ce qu'il a à vendre. Eh bien, c'est un conseil limité. Et aussi l'autre limitation, c'est que tu l'as bien dit, il y a quand même une dimension, juridique, une dimension fiscale, une dimension financière. Ça demande du temps pour faire une vraie analyse de patrimoine. Ah oui, c'est pas sur un coin de table en 10 minutes, ça c'est impossible. Toi, tu mets combien de temps à faire alors, tu vas me dire, ça dépend des situations, mais tu mets combien de temps à faire une analyse, un premier niveau de recommandation? Faut passer 2 heures avec le client, déjà, juste pour l'entrée en relation, pour faire connaissance avec le client. Tu discutes, tu vois ce que le client et sa famille, quels sont ses objectifs. Est-ce qu'ils veulent préparer la retraite, transmettre. S'ils sont plus âgés, à 50 ans, généralement, on commence à penser à transmettre, optimiser la transmission de patrimoine aux enfants. Est-ce que tu veux développer ton patrimoine au plus vite? Est-ce que tu veux des revenus passifs ou pas? Donc, c'est comprendre les objectifs du client principaux, court terme, moyen terme, long terme, et d'abord sa situation personnelle et professionnelle. Quels sont ses revenus, sa trajectoire professionnelle, quelle est sa situation fiscale aussi, quelle est sa tranche marginale d'imposition. Donc ça, on peut faire le test. S'il ne connaît pas, on
fait ça ensemble, ils donnent les revenus, on calcule la tranche marginale d'imposition, parce que c'est ce qui permet de voir si c'est intéressant d'optimiser fiscalement ou pas. Sa situation matrimoniale, est-ce qu'il est marié, pacsé, parce qu'il y a des grandes conséquences juridiques. Si tu es marié ou pas marié, c'est énorme les conséquences. Si tu es marié, ton épouse ou ton époux, c'est lui qui récupère une partie de ton patrimoine à ton décès. Et sans droit de succession. Tandis que si tu es juste pacsé, non, ça marche pas. C'est pas le concubin, le partenaire de Pacs qui sera héritier à ton décès. Donc ça, c'est hyper important. Concubin, c'est encore pire. Concubin, sauf avec un testament. Oui, sauf avec un testament. Mais les droits les droits de succession sont trop élevés. C'est très élevé. Je crois. Ouais. Donc, faut savoir tout ça. On est presque déjà parfois coach matrimonial pour dire, vous êtes sûr que vous voulez pas l'épouser parce que vous protégez beaucoup mieux madame ou monsieur. Si on est marié, c'est quand même une sacrée protection pour le conjoint. Donc après, faut voir le côté romantique, bien sûr, mais il faut voir ce que ça offre comme protection au conjoint, ou même à la famille, aux enfants. Il y a plein de conséquences que les gens ignorent, en fait. Donc, il y a aussi ce côté matrimonial à voir. Et bien sûr, les revenus, le patrimoine. Quel est le montant actuel du patrimoine? Est-ce que c'est du mobilier ou de l'immobilier? Le mobilier, c'est les actions, par exemple, les obligations, les livrets, etc. Voilà. Et une fois, là, ça prend 2 heures pour bien discuter avec le client. Ça, c'est la discussion pour découvrir ton client. C'est la discussion initiale, c'est ça. Donc là, t'as pas encore fait d'analyse, t'as pas encore fait de. Là, tu peux avoir donné quelques pistes, mais juste quelques pistes d'optimisation, mais t'as pas encore fait le job, parce qu'après, une fois que le client part, là, faut au moins 2 heures à tête reposée pour tout prendre à plat et pour faire l'analyse patrimoniale, le bilan patrimonial et les recommandations. Tu fais ça, tu en as au moins pour 2 heures. Après, ça peut prendre même une journée, si c'est un patrimoine conséquent, organisé avec plusieurs sociétés, du nom propre, plusieurs sociétés, des holdings. Imagine aussi, tu as plusieurs enfants de différents lits. C'est l'expression juridique, de différents lits parce que tu t'es remarié, etc., plusieurs conjoints. Voilà, ça complexifie et ça peut prendre, les holdings, comme tu dis, parce que ça peut prendre une journée, plusieurs, selon le patrimoine du client. Donc oui, le conseiller, entre guillemets, qui te sort tout de suite ses recommandations sur un coin de table en 5 minutes, c'est pas possible. C'est impossible. Sauf si le client en face de toi, il a 25 ans, il a juste 10 000 euros de patrimoine à la limite. Peut-être que c'est facile en un quart d'heure. Mais non, sinon tu peux pas faire ça sur un coin de table. Donc généralement, il y a un premier rendez-vous où on discute. Ensuite, tu laisses un laps de temps, peut-être d'une semaine, pour préparer, pour étudier le cas du client. Et après, tu le revois en deuxième rendez-vous, si le client a signé une lettre de mission. Et là, tu lui exposes ta stratégie, tes recommandations. Okay. Et après, il y aura en fonction. Alors là, il y a une autre discussion qui s'installe. Le client, il a des questions. Tu refais des recherches complémentaires, j'imagine. C'est ça. Et après, c'est un ping-pong et c'est un suivi. Ça peut être un suivi annuel. Tu signes le client. Si le CGP fait bien son boulot, il fait signer au client une lettre de mission. Et là-dessus, c'est cadré. Quels sont les honoraires ou les rétrocommissions et quelle est la mission? Est-ce que c'est juste répondre à un besoin ponctuel, par exemple optimiser fiscalement ma succession, ou est-ce que c'est un suivi long terme? Je vais vous suivre et gérer votre argent aussi. Je sais pas, vous avez 200 000 euros à placer, je vais vous conseiller les 200 000 euros, comment on les investit, et on va suivre ça à long terme. Et donc, c'est une lettre de mission qui va cadrer ça, comme un expert comptable, un avocat fiscaliste. Tu cadres la mission et tu as un suivi long terme. Alors, soit c'est ponctuel, soit c'est long terme. Mais au moins, c'est chiffré et le client signe. Il y a un engagement des deux parties, le client et le CGP. C'est carré. Ce qui me fait dire qu'il y a souvent... il y a cette idée que le CGP, c'est pour les gens qui sont riches, voire très riches. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas faux, mais à quel moment, comment on sait quand on peut avoir besoin d'un CGP ou quand ça peut être utile, on va dire? Dans conseiller en gestion de patrimoine, c'est vrai qu'il y a patrimoine, donc on suppose qu'il faut un certain patrimoine, mais pas forcément. On peut prendre des clients avec 10-20 000 euros de patrimoine, mais qui ont une belle trajectoire devant eux. Imagine le cas d'un dentiste. C'est un lecteur qui vient de m'écrire, c'est pour ça que je pense à ça. Un lecteur dentiste qui m'a écrit ce matin. Et lui, typiquement, il a 25 ans, il a que 10 ou 20 000 euros de patrimoine, mais
il gagne 10 000 euros par mois en bossant 3-4 jours par semaine, 3 jours par semaine, il gagne 10 000 euros net par mois. Donc, une excellente capacité d'épargne, plus une grosse capacité d'endettement. Parce qu'avec ses revenus de 10 000 euros par mois, il peut peut-être s'endetter à 600 000 euros ou il faut faire un simu, mais tu vois, donc potentiellement, il a un très gros potentiel immobilier avec la capacité d'endettement. Il a aussi un très gros potentiel pour investir en mobilier, en assurance vie, en PEA, en compte titre, pour les investir en actions et autres. Tu vois, donc lui, il a du gros potentiel et lui, ça justifie qu'il consulte un CGP pour être mis directement sur les bons rails et qu'on lui dise, OK, alors le plan d'action, c'est ça, le plan d'investissement, on peut s'endetter à hauteur de X centaines de milliers d'euros et là-dessus, on pourrait faire ça, ça, ça ou ça. Et avec notre capacité d'épargne, on peut les mettre sur telle ou telle assurance vie avec telle allocation. L'assurance vie, c'est pas que le fonds euro, c'est aussi des actions, des ETF dont on parlait tout à l'heure, des SCPI pour l'immobilier. On peut lui conseiller telle allocation en assurance vie, un PEA, et là, on trace une trajectoire. Et voilà, si on part là-dessus, dans 5 ans, tu seras à 300 000 euros de patrimoine, dans 10 ans, à 1 million d'euros de patrimoine. Voilà, donc, il y a un gros potentiel, et là, il y a un enjeu, il y a quelque chose à faire. Alors même qu'il a que 10 000 euros de patrimoine à l'instant T. Donc, tu vois, c'est le patrimoine actuel qu'il faut voir, mais aussi les enjeux sur le long terme. Et on fera le lien aussi avec, du coup, les autres types de CGP et leur mode de rémunération, parce qu'il y a probablement aussi un rapport entre comment le CGP, enfin, ce que ça va me coûter de faire appel à un CGP versus la taille actuelle et la taille projetée de mon patrimoine, si tu veux. Tu vois, la réflexion, elle est aussi là-dessus. C'est si effectivement, tu as 10, 20 000 euros de patrimoine et que ta trajectoire professionnelle fait que ça grandit pas énormément, que t'as pas d'espoir de toucher un héritage, de monter ta société et de t'enrichir particulièrement, effectivement, on peut se dire, est-ce que je vais payer ne serait-ce que 1 000 euros d'honoraires ou 500 euros d'honoraires par an pour pouvoir placer ces 10 000 euros-là, tu vois. Si tu es au SMIC ou un peu plus du SMIC et que t'as pas de perspective et là, tu vas pas payer 3 000 euros de conseils alors que il y a pas matière. Là, vaut mieux pour toi, vaut mieux que tu ailles lire le site. Exactement. Et tu te formes toi-même quelques heures et tu auras un super retour sur investissement. Là, parce que c'est gratuit. Exactement. Et tu te formes toi-même et là, il n'y a pas matière, effectivement. Mais en tout cas, on comprend bien que impossible de faire une analyse sur le coin correcte. Dans un rendez-vous d'1 heure, quoi, ou même 2 fois 1 heure. C'est-à-dire. Mais on le voit souvent, hein. On voit souvent ça, malheureusement. Et il y a un lecteur qui nous a écrit, on en a fait un article. Notre dernier article, c'est le vendeur de Pinel qui se faisait passer pour un conseiller. Et c'est un témoignage qu'on a eu d'un lecteur. Et il expliquait c'est un collègue à lui. C'est pour ça que je dis attention, bouche à oreille. Un collègue de travail qui lui a dit, appelle-le, tel CGP, il est très bien. Donc, c'est un lecteur qui est assez avisé, hein, parce qu'il lit depuis longtemps ADI, il a déjà des très bonnes bases. Il est apte à juger si c'est très bien ou pas. Il l'appelle, mais naïvement, il expose, pendant 1 heure, il discute au téléphone, il expose son truc. D'abord, il est agréablement surpris parce qu'il voit que le CGP lui pose des questions sur sa situation personnelle, ses objectifs. Ça, c'est bien. D'abord, il était agréablement surpris. Sauf que arrive un moment où le CGP dit, OK, c'est bon, j'ai toutes les infos, je clique et je vous donne le résultat tout de suite. Donc, le lecteur, il était un peu surpris tout de suite. C'est un peu surprenant. Il y a une formule magique, il y a un ordinateur qui fait tout. On imagine qu'il a cliqué sur un bouton, l'ordinateur lui dit OK, c'est ça. Et là, le CGP lui dit alors, j'ai ce qu'il vous faut, c'est un Pinel. J'ai un Pinel à, je sais plus où c'était, Angoulême par exemple. J'ai un Pinel à Angoulême, c'est ça qu'il vous faut, c'est le mieux pour vous. Et là, le client a dit mais attendez, je viens de vous dire que mon objectif c'est d'acheter ma résidence principale dans 2 ans. J'ai besoin de ne pas faire d'emprunt, il faut que je préserve ma capacité d'emprunt pour ma résidence principale. Faut surtout pas que je m'endette, je vous l'ai dit. Et là, vous me dites, il faut que je m'endette à fond pour le Pinel. Donc, c'est pas cohérent. Et le mec dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Vous pourrez quand même acheter votre résidence principale. Vous inquiétez pas, ça ira. Ah, mon Dieu. Là, donc, déjà, premièrement, le mec, il a sorti son analyse en 2 secondes. C'est pas possible. Il est sorti son Pinel sans étude en 2 secondes. Et en plus, ça ne répondait pas aux objectifs du client. Donc là, il y a des faux conseils. Là, c'est vraiment très grave. Et heureusement, le lecteur en question, il était assez avisé pour dire non mais c'est pas cohérent, ça ne va pas. Si je fais ça, je compromets l'achat de ma résidence principale, je pourrais plus m'en. Heureusement qu'il était avisé pour le savoir, parce que si c'était un client lambda, peut-être qu'il aurait signé et dans 2 ans, il n'aurait jamais pu s'endetter pour sa résidence principale.
Donc déjà ça, attention, il n'y avait même pas de calcul non plus. Il a demandé mais quelle sera la rentabilité? Il a dit bon, ça sera 5 ou 8%, ça ira. Mais c'est quoi ça? Normalement, tu fais un calcul Excel, tu présentes le truc, c'est carré, tu sors pas au doigt mouillé. Et après, il lui a dit non, ok, mettons de côté l'idée de l'immobilier. Et si, et ça c'est le client qui lui a demandé, il lui a posé la question, si on faisait un plan d'épargne retraite, je vais épargner pour ma retraite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le CGP lui a dit non, c'est nul, les fonds euros sont à zéro. Mais non, mais il n'y a pas que des fonds euros sur le. Il n'y a pas que des fonds euros, voilà, tu le sais, c'est comme l'assurance vie, il y a l'immobilier dedans, des actions. Et là, donc le client lui a dit, mais il n'y a pas que le fonds euro, je peux aussi investir en actions. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Donc le CGP était totalement incompétent et pourtant il était recommandé par un collègue de travail, tu vois. Donc faut quand même avoir un niveau. Alors premièrement, attention aux recommandations des collègues et des gens de son entourage. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas forcément des gens compétents, quoi. Deuxièmement, vous n'allez pas dans un rendez-vous si vous n'avez pas pris un minimum d'informations. Troisièmement, un conseiller qui vous donne des solutions, qui vous fait des propositions à l'issue d'un rendez-vous d'1 heure ou d'1 heure et demie, ça n'est pas crédible. Vous fuyez, directement le vous Pinel sortez. Comparé. Et oui, alors c'est vrai que toi et moi, on n'aime pas trop le Pinel de toute façon. Ça, les auditeurs qui suivent ADI ou qui me suivent depuis longtemps le savent. Alors du coup, on a parlé du CGP de la banque. Il y a quand même 2 ou 3, je vais quand même lisser un peu mon discours, il y a quand même 2 ou 3% de Pinel, on va dire, qui peuvent être intéressants. Seulement 2 ou 3% qui sont bien situés, bien ça fait pas beaucoup. avec la demande locative autour, à un bon prix, un bon rendement, 2 ou 3%. Donc c'est pour ça qu'on part du principe que, en plus là, c'était le cas, le CGP qui tout de suite propose ça sans rien proposer d'autre, sans comparer, c'est red flag. Et là, c'était vraiment le cas typique. C'est pour ça qu'on a fait un article de ça. On s'est dit, mais là, il n'y a rien qui allait, quoi, dans le rendez-vous. Rien ne va. À part le début, où il fait semblant de s'intéresser au prospect, à lui poser des questions. Il fait semblant. Mais c'était une mise en scène, en fait. Il a fait semblant de s'intéresser à lui. On voit que, quels que soient les projets du client, tous les clients, ils doivent faire la même chose. Ils doivent faire son petit cirque. Il clique, il dit, OK, c'est ça pour vous la solution. En fait, il écoute même pas ce que le client lui dit. Il sort le même discours commercial. Et là, on s'est dit, c'est le cas typique de CGP à fuir. Donc, le CGP de la banque, lui, déjà, il est rémunéré parce qu'il a un salaire, il est salarié de la banque et il a probablement des primes par rapport à ce qu'il vend. Et ensuite, on a le CGP indépendant. Donc, dans l'immense majorité des cas, les CGP indépendants, vous ne me voyez pas, mais je mets des énormes guillemets derrière le mot indépendant. On va discuter du fameux CGP indépendant. Le CGP indépendant, lui... Voilà, qui est-il? Comment il se rémunère? Comment ça fonctionne? Le CGP indépendant, déjà, pour pouvoir exercer, il faut qu'il soit certifié par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ça j'en ai parlé, mais également, il doit adhérer à une association professionnelle. Il y en a 5 en France. Une association professionnelle qui est elle-même contrôlée par l'AMF. Comment on sait ça, s'il adhère bien Alors ça doit être écrit sur son site. S'il a un site web, où ça doit être écrit dans tous les cas sur la DER. Le DER, c'est le document d'entrée en relation. Le premier rendez-vous, il doit vous donner le DER. Et en fait, c'est sa carte d'identité. Il expose qui il est et quel est son agrément, quelle est son association professionnelle et quel est son numéro d'ORIAS. Parce qu'il faut également s'enregistrer à l'ORIAS. C'est l'organisme je sais plus ce que dire, mais en gros, c'est l'organisme qui recense tous les CGP habilités avec un numéro. Il y a un numéro, je crois, à 10 ou 12 chiffres. Et là, il faut contrôler ça. S'il n'a pas de numéro d'ORIAS, et vous pouvez aller sur le site d'ailleurs, allez sur le site ORIAS, tapez son nom de famille. S'il n'a pas d'ORIAS, partez en courant. Parce que c'est pas un vrai CGP et en cas de souci, vous ne serez pas défendu par l'AMF. Et l'AMF, en fait, elle défend les épargnants. Et c'est pour ça que les vrais CGP, ils sont contrôlés par l'AMF en cas de souci. Voilà. Donc, s'il n'est pas ORIAS, partez en courant. Il n'a pas le droit d'exercer. C'est comme un faux médecin, en fait. Comme un médecin qui n'a pas le droit d'exercer. Voilà, c'est pas bon. Tu sais, je fais un aparté, mais il y a pas longtemps, moi j'étais assez négligente sur tout ce qui est contrôle, etc. Et j'ai commandé je raconte 36-15, je vais raconter ma vie, attention. Mais cet été, j'ai commandé un petit sac. Voilà, un joli petit sac. Ça se fait beaucoup cette année, hein, mesdames qui écoutez, en paille, en rotin, des petits trucs comme ça, là, etc. Et du coup, c'était sur mon sac en paille, mon-sac-en paille, je sais pas quoi, .fr. Le site était nickel, trop beau et tout, voilà, mais c'était pas Zalando, c'était pas, bref.
Et au bout de 10 jours, je fais, tiens, c'est marrant, j'avais pas de nouvelles de ma commande. 39,99 €. Tiens, c'est mince, donc je cherche, etc. Le numéro du service client m'amène sur le répondeur d'une autre entreprise. Et là, je regarde les CGV, effectivement, je vois truc à Hong Kong. Je suis même pas sûre que c'était une vraie identité. Je fais bon, bah c'est mort, quoi. J'ai fait un signalement pour la forme quand même parce que le site est référencé en France et donc j'ai fait un signalement à la DGCCRF. Mais voilà, donc en fait, personne n'est à l'abri de tomber sur un escroc ou un mauvais. Voilà, c'est peu importe. Mais bon, quelqu'un qui est CGP et qui exerce sans les accréditations. On en voit tous les jours, nous, des escrocs. Les lecteurs nous écrivent et tous les jours, on voit des nouvelles escroqueries sur le vin, sur les diamants, sur les livrets parking, soi-disant. Et nous, on s'efforce de toujours. Faut comprendre que on présente une société, elle est validée. Nous, dès qu'il y a de l'argent à faire, là, on parle d'un métier qui consiste à récupérer l'argent des gens pour le placer. Donc forcément, on va dire que c'est un terrain très favorable pour tous les gens qui veulent mettre en place des arnaques. Donc ne prenez pas ça à la légère. Soit on est sur des sites qui ont pignon sur rue, que vous trouverez sur Avenue des investisseurs, peut-être pas en tant que CGP, mais en tout cas les courtiers en ligne, etc. On présente, c'est des gens qu'on a contrôlés et ils ont un numéro ORIAS, tous ceux qu'on présente. Et d'ailleurs, on a souvent refusé de présenter telle ou telle société parce qu'il n'y avait pas d'ORIAS, il n'y avait pas de contrôle, on les a pas présentés du tout. Mais soyez vigilants par rapport à ça. Moi, je l'ai eu mauvaise. Ça avait beau être 39,99 €. Je me suis dit, voilà, c'est le fait d'être prise pour un pigeon, tu vois. Exactement. C'est très désagréable. Et là, je pense que, dans l'occurrence, par rapport à votre patrimoine, ce sera pas 39,99 €. Et en plus, vous êtes susceptible d'envoyer des documents. Si en plus l'arnaque, la personne vous demande des documents pour faire des analyses de situation, vous vous trouvez très très embêté d'avoir envoyé des documents type avis d'imposition, carte d'identité, etc. Exactement. Ouais, tandis que le CGP, il est tellement, le bon CGP en tout cas, le vrai, il est tellement cadré réglementairement avec plein de contrôles que, c'est hyper carré, quoi. Donc je t'ai interrompu. C'est le seul moyen de s'assurer. Mais je sais plus. Qu'est-ce qu'on disait? Non, tu me disais. Alors la première chose, c'est que effectivement, tu vérifies. Donc, on parlait du CGP indépendant qui a un certain nombre d'obligations. Mais d'ailleurs, du coup, ça veut dire que le CGP de banque, lui, du coup, ça m'intrigue. Mais est-ce qu'il a besoin d'un diplôme? Est-ce qu'il a besoin d'une identification, d'une accréditation? Non, lui, il agit pour le nom de la banque. C'est la banque qui est agréée par l'AMF et la CPR. C'est deux autorités différentes. Mais il porte le nom de la banque. C'est la banque. Et donc, potentiellement, il n'a pas reçu de formation spécifique, si ce n'est la formation interne de la banque sur ces sujets-là. Si ça dépend du niveau de la banque. Si c'est une bonne banque, je vais dire une bonne banque privée, mais même les banques privées sont mauvaises, en fait. La vraie banque privée, genre JP Morgan, à 30 millions d'euros de patrimoine, c'est accessible à partir de 30 millions. Là, c'est super. Mais la banque privée, genre BNP Private Banking. C'est bon à savoir, Nicolas. ça, c'est mauvais. Elles accolent le nom banque privée à leur banque, mais en fait, c'est très mauvais. C'est les mêmes assurances vie qu'elles vendent, avec plein de frais, et c'est les mêmes conseillers. Enfin, du coup, en banque privée, entre guillemets, là, on peut avoir des Master 2 gestion de patrimoine, donc des gens quand même assez qualifiés. Okay. Mais tu nous as dit tout à l'heure que les Master 2 gestion de patrimoine n'étaient pas toujours très très qualifiés. Il y en a des bons et des moins bons, on va dire. Mais ils ont eu leur diplôme et en principe, ils connaissent bien. Alors, ils connaissent pas en pratique. C'est une bonne question à poser, ça aussi, aux conseillers. Est-ce que vous-même, vous avez investi en IMO? Est-ce que vous-même, vous avez investi en action? Et c'est là que, de toute façon, maintenant, je le vois tout de suite. Quand je discute avec un soi-disant professionnel, je le vois tout de suite si c'est un imposteur ou un vrai. Quand on discute action immobilier, je vois que ça tient pas la route. Je vois il connaît rien. Au bout de 5 minutes, j'arrive à voir qu'il n'y connaît rien et il connaît pas son sujet. Donc, s'il investit lui-même, il pourra comprendre de quoi il parle et il pourra être compétent. Tandis que quelqu'un qui a un diplôme mais qui a jamais investi lui-même, ça restera très théorique. À la limite, je préfère quelqu'un qui a pas de diplôme mais qui a investi lui-même, que quelqu'un qui a un diplôme Master 2 mais qui n'a jamais investi et il va juste raconter ce qu'on lui a appris en cours mais sans vraiment comprendre ce qu'il raconte. Donc, mais en plus, si en cours, on lui a appris à vendre du Pinel parce que la commission est plus intéressante. Parlons de commission, justement. Du coup, en banque, ça va du BTS, force de vente, que j'appelle vente de force,
Au bac +5, gestion de patrimoine. Pas mal. Mais je le réutiliserai, Nicolas. De force. Du coup, le CGP indépendant, lui, dans la grande majorité des cas, et on parlera ensuite de la minorité des cas, se rémunère par rétrocommission. C'est ça. Alors, dis-nous un petit peu de quoi il s'agit et de quoi on parle. C'est quoi les montants? Alors, ça dépend du produit que tu vas vendre. Okay. Mais par exemple, pour un Pinel, j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 5 et 10% de rétrocommission. Sur le montant total du projet. Ouais, en moyenne, c'est 200 000 euros. Okay. Un appartement Pinel. Donc, ça fait entre 10 et 20 000 euros. C'est le promoteur qui lui... immobilier, c'est ça. Donc, les clients, tu vois, typiquement, le CGP va dire au client, mais vous inquiétez pas, vous payez rien. Et oui, le client ne paie rien directement. Il fait pas un chèque ou un virement au CGP. Sauf que l'appartement, au lieu d'être à 200 000 euros, il est vendu 220 000 parce qu'il y a 20 000 qui vont aller dans la poche du CGP. Donc, indirectement, le client a payé 20 000 euros. Tu vois? Et ça, c'est pour l'immobilier Pinel, c'est 5-10%. 10% quand c'est dans une ville difficile à vendre, 5% quand c'est facile à vendre. Donc, déjà, plus c'est difficile à vendre, mieux le mec est rémunéré. Donc, plus il est susceptible de vous dire que c'est un super projet parce qu'en fait, il va être super bien rémunéré. C'est génial, c'est formidable comme système. C'est pas très simple, je trouve. Mais non. Pour moi, il y a conflit d'intérêt. C'est pour ça que j'aime pas trop ce modèle des rétrocommissions. Il y a conflit d'intérêt. Il y a des bons, attention, il y a quand même des bons CGPI non indépendants qui vont quand même être raisonnables et qui vont toucher des rétrocoms, mais en étant raisonnables, qui vont pas trop se gaver. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont tentés c'est humain, ils vont être tentés de pousser ce qu'il y a de plus de rétrocommissions pour eux. Mais le point, c'est même pas de dire ces gens sont honnêtes ou malhonnêtes. On s'en fout, on n'est pas à l'école, on donne pas des bons points aux gens. Le point, c'est de dire que à la base, le système, il y a un conflit d'intérêt dans le système. C'est ça, c'est le système qui est comme ça. Et... si le système de rétrocommission c'est légal. Pousse le professionnel, de fait, à un moment donné, c'est normal. Son intérêt à lui, c'est de vendre un certain nombre de choses. Et c'est pas totalement aligné avec votre intérêt à vous. Donc, on peut se dire, voilà. Donc, j'imagine que la grande majorité des professionnels cherchent le meilleur alignement. Mais on voit bien que de l'école avec ton prof, on leur dit, vendez ce qui vous permet de vivre le mieux. Et tu disais tout à l'heure aussi, l'autre exemple, c'était, quand le CGP te place ton argent sur des fonds actifs, donc des fonds classiques, gérés par des humains, avec des frais qui sont plus importants. Souvent, c'est 2% par an en moyenne. Lui a une commission plus importante. Si il te place ton argent sur des ETF, qui sont des fonds indiciels robotisés, entre guillemets, sa commission à lui est moins importante. Alors même que les performances de ces fonds, de ces fameux fonds ETF indiciels, sont largement supérieures dans une majorité des cas. Donc effectivement, là on voit bien que... Et après, moi j'ai entendu les discours, les CGP qui te disent oui mais c'est pas notre philosophie d'investir sur des ETF, on choisit les meilleurs fonds. Même les meilleurs fonds sont battus par des ETF. Mais donc, oui, c'est ce qu'elle m'avait dit aussi, ma collègue Clémence. Coucou Clémence, ma camarade de promo, c'est ce qu'elle m'avait dit. Oui, mais nous on a des excellents fonds. Mais non, elle le sait, on en avait discuté. Elle sait que même les meilleurs fonds sont battus par les ETF sur la durée, sur du long terme. Peut-être qu'exceptionnellement, une année, le fonds actif va battre un ETF, mais sur 10 ans, et en action, on investit à long terme, c'est sur 10 ans qu'il faut juger. Sur 10 ans, il y a 99% de probabilité que l'ETF batte le meilleur fonds actif. Alors, moi, j'ai bien compris la commission sur l'immobilier. Par contre, typiquement, par exemple, je demande, on va prendre un chiffre tout rond, comme ça sera plus simple, mais je demande à mon CGP de gérer 100 000 euros. Alors là, admettons, si tu es place en assurance vie, voilà, ok. Alors, typiquement, il va te vendre une assurance vie avec 3% de frais sur versement, s'il est sympa. S'il n'est pas sympa, ça peut être monté jusqu'à 5% de frais sur versement. Non, mais 3, c'est déjà beaucoup. T'exagères, Nicolas. 3, c'est énorme. Non, mais c'est la norme à peu près. C'est vrai. Oui, c'est dingue. Déjà, tu mets 100 000, tu perds 3 000 euros. Parce qu'en fait, il n'y a que 97 000 euros qui sont investis. J'ai l'impression que t'es un peu marseillais, là. J'ai l'impression que t'exagères. Je te jure. Ok. Non, je t'assure, ouais. Mais je pensais pas qu'on faisait encore du 3% de surversement. Déjà, moi, avec mon 2% il y a quelques années, j'ai l'impression que... Des fois, je vois même 4,95%. Il y a un lecteur qui m'a écrit hier 4,95%. La limite légale, c'est 5%. Il y a quand même une limite légale, 5% de trésor. Et là, le CGP lui a mis 4,95%. Grand seigneur.
Donc, typiquement, tu mets 100 000, si tu as 3% de frais sur versement, tu perds 3 000. Il n'y a que 97 000 euros qui vont travailler. Ouais. Et tu perds d'autant plus sur le long terme, parce que c'est seulement 97 000 qui travaillent au lieu de 100 000. Donc, tu as les intérêts qui sont inférieurs. Au lieu d'avoir des intérêts sur 100 000, tu as des intérêts sur 87 000. Oui. Donc, à long terme, tu perds davantage que 3 000. En plus de cela, tu as les frais de gestion de l'assureur. Moi, je me suis renseigné à titre perso. En fait, les frais de gestion de l'assureur va dire, moi, je veux minimum 0,7. Alors, qui est l'assureur? Qui est l'assureur? L'assureur, typiquement, si vous avez un contrat, ça s'appelle Generali, Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole Assurance. Ton contrat il y a forcément un assureur dans l'histoire? Oui. Le CGP, c'est juste un intermédiaire qui va distribuer l'immobilier d'un promoteur et qui va distribuer les assurances vie d'un assureur. Ah oui, ok. Parce que c'est un contrat d'assurance vie. Ok, d'accord. Oui. Et là, c'est l'assureur qui va dire au CGP, ok, distribuez mon contrat, je vous reverse 0,7. Enfin non, nous on veut 0,7 en tant qu'assureur. Vous mettez les frais que vous voulez, dans une limite de 1,2% de frais de gestion annuels. Donc là, le CGP va dire, les 1,2. Moi, je vais mettre. Ok. Les 1,2, c'est réglementaire, c'est ça? Non, c'est selon l'assureur, ça peut monter. Ouais, je crois que j'ai rarement vu au-dessus d'1,2. Ok, donc en fait, tu as des frais de gestion annuels qui sont de 1,2 du montant total investi, c'est ça? Donc pour 100 000 euros, enfin disons 97 parce que tu as plus de 97 dedans, tu auras 1,2% fois 97 000. Mais ça, c'est le maximum, 1,2. L'assureur va dire, moi, je veux 0,7. Ok, et ensuite, c'est le partage, c'est ça? Et le CGP va dire, voilà, c'est ça, le CGP va dire, moi, je vais mettre 1%, ça me fait 0,3 pour moi. Ça fait une marge de 0,3% pour moi. Ou s'il est très gourmand, il va dire, moi, je vais mettre le maximum d'1,2. Je vais prendre 0,5 pour ma pomme. Et il touche ça tandis que le CGP, s'il est sympa, il va dire, chaque année sur l'embourg. Ok. S'il est sympa, le CGP, il va dire, moi, je mets 0,7. Je gagne rien là-dessus. Tu vois? Et du coup, c'est encore une marge. Si le CGP met 1%, il prend une marge de 0,3 sur les 100 000 euros. Ça fait 300 euros de plus. Okay. Et les 1,2 dont tu parles, là, c'est plus, il y a pas d'obligation réglementaire, c'est plus un standard de marché. Je crois que c'est le standard. À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Mais les plus gros contrats que j'ai vus, c'était 1,2, les pires en frais de gestion annuelle, et ça, c'est vraiment abusé. Et sur des ETF, en plus, là, c'est la troisième couche de frais. Les ETF, les fonds, dedans, c'est les fonds qui rémunèrent non pas le CG, avec la rétrocom, mais ça rémunère pas l'assureur, ça rémunère le gérant du fonds. Ouais. Parce que le CGP va dire, dans votre assurance vie, les 100 000 euros, je vais mettre 20 000 euros en fonds euros, 30 000 euros en action X, 50 000 euros en action Y, tu vois. Et chaque gérant de fonds va prendre les fonds actifs, c'est 2% par an. Et sur les 2%, le CGP va se rémunérer la moitié, 1%. Donc, tu vois, le CGP peut prendre 1% au titre des fonds qu'il a sélectionnés. Il peut prendre 0,3% de frais de gestion assureur, même 0,5% de frais de gestion assureur, plus les 3% de frais sur versement. C'est énorme. Alors, l'assureur, c'est celui qui te propose l'enveloppe assurance vie. C'est ça. C'est celui qui construit l'assurance vie et toi, tu distribues l'assurance vie. Le gérant du fonds, c'est en fonction du nombre. C'est des sociétés de gestion. Alors, il y a des dizaines de sociétés de gestion et c'est pas l'assureur, c'est autre chose. C'est vraiment des sociétés de gestion. Imagine un bureau à Paris, dans le 8e. Il y a un bureau, une société de gestion qui gère un fonds Carmignac, Rothschild. Voilà, j'allais dire Rothschild. Donc, Rothschild, par exemple, ils ont un fonds qui est distribué par Generali, qui aussi est distribué par d'autres acteurs, etc. Un fonds Action Internationale à 2% par an, et ça rémunère Rothschild ou les autres sociétés de gestion. Tu as plein de sociétés de gestion. Et ça, c'est leur frais, le frais du gérant de portefeuille. Et là-dessus aussi, il peut y avoir aussi une rétrocommission pour le. Et là, oui. Oui, il y a 50% de rétrocommission généralement. Donc, un fonds à 2%, ça fait 1% qui vont dans la poche du CGP. Tandis qu'un ETF, un tracker, c'est seulement 0,25% de frais de gestion. Et là, il n'y a rien qui va dans le CGP parce que les frais sont tellement bas, il n'y a rien qui va dans la poche du CGP. Donc, le CGP qui vend une assurance vie avec 0 frais sur versement et 0,6 ou 0,7 de frais de gestion sur assureur et des ETF, il gagne 0. S'il est payé en rétrocommission, il gagne 0. Tandis que le CGP qui est payé en rétrocommission, s'il prend les 3% de frais sur versement, les frais de gestion de l'assureur, s'il met du 1%, il a 0,3 de marge, et qu'en plus il prend 1% sur les fonds de gestion actifs qu'il a vendus, et ben là il peut monter à 2-3% de frais annuels dans sa poche. Alors, le CGP, une fois qu'il a
s'il a un mandat de gestion de ton argent et qu'il n'a pas fait juste du conseil, est-ce qu'après, il y a une forme de suivi? Ou est-ce que ce que tu constates, c'est qu'on est plutôt sur, j'ai mis une bonne fois pour toutes un peu ton argent quelque part. Et Alors, si c'est un bon CGP, ce qui est bien, c'est de faire un point trimestriel. Trimestriel, ok. Un point trimestriel, ne serait-ce qu'un coup de fil ou sans ennuyer le client, peut-être que le client, ça va le saouler. Mais un petit coup de fil 3-4 fois par an, c'est quand même important de savoir où est-ce qu'on en est, ne serait-ce que pour le rassurer aussi, pour dire, par exemple, oui, effectivement, il y a l'Ukraine, il y a l'inflation, votre portefeuille a un peu baissé, mais vous inquiétez pas, c'est du long terme, c'est pour votre retraite dans 20 ans, la bourse, c'est volatile, ne serait-ce que pour jouer le rôle de psy, un peu le rassurer. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi pour des nouvelles problématiques. Si le client dit, je vais me marier, qu'est-ce que vous recommandez? Un contrat en séparation de biens ou un contrat en communauté? Il y a toujours des événements, une naissance aussi d'un enfant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, un petit coup de fil tous les 3 mois, ça mange pas de pain et parfois il y a rien, mais au moins ça rassure le client et t'es là. Tandis que le CGP qui se met en mode, ok, c'est bon, j'ai encaissé le pognon, je vais le frein à main, et puis j'attends, je touche mes rétrocommissions, là, c'est pas sérieux, quoi. Selon moi, le suivi doit être régulier et il faut être présent, quoi. C'est pour ça qu'un CGP qui a 500 clients ou 1000 clients, pour une personne, tu peux pas le suivre. C'est quoi le ratio? Selon toi, le ratio, c'est combien? Pour moi, un bon ratio, c'est 150 clients par CGP. Au moins, tu as le temps d'être présent, tu as le temps d'être là et de passer des coups de fil ou d'envoyer des mails, de répondre aux mails surtout, parce que moi ça m'agace quand j'envoie un mail, ma banque me répond pas, ça m'agace. Mais je me dis, le pauvre conseiller, entre guillemets, il a peut-être 1000 clients ou 1500 clients, il n'a pas le temps. Tandis qu'un bon CGP qui a 150 clients, là, il a le temps d'aller bien répondre à chaque mail qu'il reçoit. Et voilà, il y a le rapport. Ça peut éventuellement être une question qu'on pose aussi à la personne en rendez-vous. Combien vous avez de clients? C'est ça, combien de clients par conseiller? Sur la notion d'indépendance du conseiller, moi, je me pose la question par rapport à sa présélection aussi d'offres ou de fonds qui va te recommander. C'est quoi la pratique en fait? Est-ce que c'est lui qui est-ce qu'il a fait une présélection et grosso modo il sait qu'il va quasiment 90% de ses clients, il a une quinzaine de fonds, il va placer sur cela, ou on constate un truc peut-être un peu moins chouette, un peu moins diversifié, où en fait c'est toujours le même promoteur pour les Pinel, toujours les mêmes types de projets sur l'immobilier, et en fond il en a 2 quoi, c'est A ou B. Ouais. Et les 2 sont gérés par Generali et les 2 sont du Rothschild. Enfin, tu vois, j'exagère un peu. En principe, s'il est vraiment indépendant, il a pu choisir une offre entre toutes les assurances vie du marché, tous les promoteurs immobiliers du marché. Il a accès aussi à plein de fonds différents. Un bon contrat d'assurance vie, il y a quelques centaines de fonds dedans. Et donc, il a un gros panel, et il propose un gros panel aux clients, mais après, c'est lui qui va dire, selon votre projet, c'est tel ou tel fonds qu'on va choisir, c'est plus pertinent. À la limite, il vaut mieux un contrat aussi avec 10 trackers qu'un contrat avec 200 fonds actifs. Avec 10 trackers, ça sera mieux investi qu'avec 200 fonds actifs. Donc, attention aussi à la quantité, hein. C'est pas un indicateur 100% fiable. Si tu as 1000 produits, mais 1000 produits de merde, vaut mieux avoir fait une bonne sélection avec une dizaine de produits, mais une dizaine de produits top qui répondent vraiment à chaque demande, c'est mieux. Mais encore une fois, il faut s'y connaître. Si le client n'a pas un minimum de connaissances, il ne sait pas que les trackers existent, donc il ne sait pas juger de l'offre du conseiller. Il ne sait pas qu'il y a un gros choix de SCPI. Enfin, c'est pas évident. Mais un bon CGP, il aura fait un filtre. Et il va proposer vraiment le meilleur de chaque univers, le meilleur des assurances vie, le meilleur de l'immobilier, le meilleur. Ça me fait penser à un truc aussi qu'on m'a dit qui m'a choqué dernièrement. Il y a un mois, j'ai discuté avec, je sais plus qui c'est. C'était Bévoac ou il y a 3-4 grandes sociétés en France qui font de l'immobilier clé en main. Mastéos, tout ça. Ouais. Ils font de l'immobilier clé en main. J'ai discuté avec quelqu'un. Avec l'un d'eux, mais on ne saura pas qui. On ne saura pas qui. On va tous les citer. On en a cité 3-4. Ouais, voilà, comme ça, on va être équitable, on va les citer un peu tous. Comme ça, ils seront tous contents, on les a tous cités. Et on a bu un verre et le mec m'a dit, c'était un commercial, il m'a dit, tu sais, en ce moment, on est en train de développer des partenariats avec les CGP et on va verser des rétrocommissions au CGP. Si le CGP nous apporte un client et qu'on signe,
Admettons, c'est 6% à peu près la commission. Hein. Ces sociétés, elles facturent 6% aux clients. Ouais. Sur les 6%, on va lui rendre 1% au CGP qui nous a transmis le prospect. Ouais. On va lui donner 1% de rétrocommission. Il me dit, tu vois, j'ai appelé 20 CGP aujourd'hui. Il y en a 19 qui m'ont dit ah oui, mais non, ça m'intéresse pas parce que moi, je préfère vendre du Pinel. Le Pinel, j'ai entre 5 et 10% de commission. Vous me proposez qu'1%, ça m'intéresse pas. Et lui, il disait, mais attendez, moi, je peux pas vous promettre 5%. Moi-même, je suis rémunéré que 6%. Si je vous donne 5%, il me reste plus rien. Et voilà. Donc là, j'ai dit, ah oui, effectivement, il y a un gros souci. Et lui, il disait, ah oui, oui, j'arrive pas à vendre au CGP, du moins les CGP non indépendants, ils veulent pas travailler avec moi parce qu'ils préfèrent vendre du Pinel parce que c'est entre 5 et 10% de commission, tandis que moi, je leur propose que 1% de rétrocommission. Il dit, il y a que les CGP purement indépendants qui sont payés en honoraires qui, eux, vont accepter de travailler avec moi parce qu'ils prennent pas des rétrocommissions. Alors, parlons-en justement. Tu sais, quand on a échangé tous les deux pour préparer cet épisode, et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé tous les deux, je prenais des nouvelles et puis tu me disais, donc en fait, toi, tu as lancé ton cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une petite une équipe qui se constitue autour de toi. Et moi, je savais que c'était ton discours depuis très longtemps. Je savais que ton discours sur ADI, avant sur le forum, c'était effectivement ça n'est pas normal. Si vous travaillez avec un CGP qui se fait payer à la rétrocommission, vous avez des chances de vous faire pigeonner. Enfin, en tout cas, il y a un conflit d'intérêts. Il y en a des bons, hein, mais il y a quand même un risque. Ouais. Et pour autant, tu vois, quand on a discuté, tu m'as dit, mais moi, j'ai hésité quand j'ai créé ma société parce que tout le monde m'a dit, tu ne pourras pas gagner ta vie si tu factures le client. Parce que la seule solution, c'est celle-là. La seule solution, c'est, on veut un conseil, eh bien, on paye. On paye pour avoir le conseil, on paye pour avoir le service aussi derrière. On a vu que ça prenait des heures. Après, il y a l'allocation de son patrimoine. Donc, c'est un métier. Mais c'est la seule manière de ne pas avoir de conflit d'intérêt. Et pourtant, tu m'as dit, mais je voulais, mais en fait, ça n'a pas été si évident que ça parce que, en gros, tout le monde m'a dit que ça ne marcherait pas. Oui. C'est ce qu'on a eu un gros cas de conscience. On s'est dit, mais on peut pas parjurer ce qu'on dit à longueur de journée depuis 5 ans sur ADI. On peut pas faire l'inverse de ce qu'on dit. Faut rester cohérent. Et si on crée un cabinet, il faudrait être indépendant. C'est ce qu'on répète sur ADI. Il faut être cohérent. Et on a beaucoup hésité à créer ce cabinet parce qu'on s'est dit, waouh, ça va être dur de vivre. Après, il faut quand même, on peut pas être à perte, quoi. Au bout d'un moment, il va fermer le cabinet si on est à perte. Il faut être quand même viable, un minimum viable. Et on a fait un test pendant un an. Il y a encore 2-3 mois, on n'était pas sûr en fait de l'ouvrir ce cabinet. Il y a 2-3 mois. Et là, c'est tout nouveau. Enfin, on a pris la décision vraiment sûre il y a 2-3 semaines. En fait, on a fait un test pendant un an avec un conseiller vraiment indépendant qui prend que des honoraires, pas de rétrocommission. Donc les honoraires, c'est-à-dire il se fait payer pour son conseil. Directement, les rendez-vous sont payants. Les prestations d'analyse, d'audit sont payants. Comme un expert comptable ou un avocat. Voilà. C'est vraiment que les honoraires. Et si toutefois il touche des rétrocoms, ça peut arriver, légalement, il doit les rembourser au client. D'accord. Ça peut arriver. C'est légal, hein, c'est la directive européenne MIF 2. Et ça, de plus en plus de conseillers, ils ont du mal, les CGP, avec cette directive, parce que sans doute qu'on va devoir y passer. Dans les pays anglo-saxons, c'est la directive, c'est normal. Les pays anglo-saxons, ils ne payent que des honoraires. C'est tout à fait normal. En France, c'est l'inverse, mais il va falloir y passer sans doute, et nous, on va être sans doute précurseurs là-dessus, parce que c'est l'air du temps, quoi. Et souvent, les anglo-saxons, ils ont un temps d'avance sur nous. Mais vu la directive européenne qui est sortie, et vu la tendance, je pense que dans 5 ans, tout le monde devra, à un moment, tout le monde devra être payé uniquement aux honoraires. Ça serait logique. Bref, tout ça pour dire que depuis un an, on a trouvé ce CGPI, on a fait un test, on s'est dit, nos lecteurs qui veulent du conseil privé, nous, on peut pas le faire parce qu'on a un site d'éducation financière. On peut pas leur donner du conseil personnalisé. Mais on va les orienter vers ce CGPI purement indépendant. On va voir ce que ça donne. Et depuis un an, on a eu plein de retours positifs. Et donc, on a décidé, il y a pas longtemps, on s'est dit, OK, on voit que ça fonctionne. Les clients sont contents. Le CGP dit les lecteurs, ils ont un super niveau. Ça match entre les lecteurs et lui. Donc, on s'est dit, allez, on va créer notre société ensemble. Et là, c'est seulement il y a 2 semaines qu'on a signé le truc. On l'a créé enfin ensemble. Ça y est, c'est fait. Parce qu'on a vu pendant un an, on a vu que c'était viable. On a vu que ça marchait. On a des bons retours des lecteurs. Lui, il est content, ça marche aussi.
on a vu que c'est possible. Alors, quand on a fait taire beaucoup d'idées reçues, parce qu'autour de moi, effectivement, plein de gens m'ont dit, les CGP m'ont dit, mais c'est impossible, les Français veulent pas payer les honoraires, ils préfèrent payer 10 000 euros de frais de rétrocommission plutôt que de payer 2 000 euros d'honoraires. Là, on s'est dit, mais non, mais les gens sont intelligents quand même, ils vont comprendre que c'est dans leur intérêt. Et on a fait le test, et oui, on a des lecteurs sans doute qui sont un peu plus avisés que la moyenne, et du coup, ils comprennent leur intérêt, ils voient qu'il vaut mieux payer peut-être 2 000 euros d'honoraires que de payer. On a fait le test tout à l'heure avec l'assurance vie. Si tu mets bien bout à bout tous les frais, ça peut monter à 4 000 ou 5 000 euros par an, quoi. Oui, en fonction de ce que tu places sur ton assurance vie. Ne serait-ce que si tu mets 100 000 placés à, comme tu dis, avec... Tu prends 3% de frais sur la voilà, 3% de gestion. Déjà, tu as perdu 3 000 à l'entrée. Donc, c'est plus que si tu avais un mandat de gestion ou même si tu avais 3 000 euros de mandat de gestion, en fait. Là, tu es au moins à 3 000 euros de mandat de gestion. Tu es sûr que tes 100 000, ils sont placés. Tu as bien des intérêts sur 100 000 et les 100 000 travaillent. C'est ça. Et ils travaillent mieux parce qu'on a mis les trackers et pas des fonds actifs. Donc, voilà. Là, si tu présentes ça au client, et c'est ce qu'il a fait pendant 1 an, il s'appelle Nicolas aussi, d'ailleurs, le CGPI qu'on a recruté. Et il a fait ça pendant 1 an. Il a montré aux clients typiquement colonne gauche, colonne droite. Les deux, choisissez le modèle que vous voulez. Et il voit que les clients comprennent que c'est dans leur intérêt d'avoir le modèle indépendant, les honoraires. Si tu expliques bien les choses au client en face, il comprend que c'est dans son intérêt finalement. Maintenant, il y a aussi eu des échecs, ceux qui tapent à la porte. Et il y a tellement d'idées reçues que certains gens se disent « Ah non, moi, il est hors de question que je paye ne serait-ce que 50 euros pour avoir du conseil. Non, non, je vais aller voir ma banque, c'est gratuit. » Mais non, mais c'est pas gratuit. C'est surtout que en plus, là, tu parles de payer un honoraire pour la prestation finale, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous faites aussi payer le premier entretien, qui est un entretien de 2 heures. Alors, c'est vrai que dans mon fonctionnement, ça me paraît logique, ça reste du temps passé. Et en fait, une banque peut peut-être se permettre de faire des rendez-vous, de perdre 2 heures. Voilà, entre guillemets, de perdre 2 heures et puis d'avoir mais ça serait, je un pense client que sur 10. Maximum, le rendez-vous, ça serait pas 2 heures. Et en fait, vous avez une logique inverse, c'est-à-dire on sait qu'on va vous délivrer quelque chose, un conseil ou quelque chose qui a de la valeur. Et effectivement, ce temps, cette expertise, elle se rémunère dès le début. Donc non, mais on n'a pas ça match. Finalement, on avait peur de ça, mais la plupart des gens sont contents de payer même parce qu'ils voient que pendant 2 heures, on les a bien écoutés, on a déjà dressé quelques pistes. Bien sûr, pas tout parce qu'il faut étudier entre le premier rendez-vous et le deuxième. Il faut quand même étudier le dossier du client. Il y a déjà quelques petites pistes et ça, ça vaut largement le prix. Est-ce que alors toi tu ouvres le cabinet là en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup de CGP qui fonctionnent comme ça? C'est rare, on a vu que c'est moins de 5% du marché. C'est très très rare. Donc en fait la première question à poser à un CGP c'est comment vous vous rémunérez en vrai? Ou alors d'aller sur le site et voir que si le premier rendez-vous il est payant, très bien. Et là vous réservez tout de suite. Attention parce qu'après il y en a qui sont payants mais qui sont incompétents. C'est pas non plus un signe infaillible, mais généralement c'est quand même un bon signe généralement. Ouais. C'est quelqu'un qui vend sa matière grise et qui va pas vendre ses produits en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment vendre ses conseils et pas seulement les produits sur lesquels il marge. Mais quelque part, comme tu dis, il faut être confiant dans son expertise, il faut être confiant dans son savoir, il faut être confiant dans la valeur qu'on va délivrer sur cette heure ou ces 2 heures de rendez-vous pour le faire payer. Ah oui, parce que sinon, les gens... Un CGP traditionnel, il peut pas. Les gens vont dire non, un CGP lambda qui n'a rien prouvé. Je veux pas payer 150 balles pour qu'on me propose un Pinel à la fin du rendez-vous. C'est clair. Nous, c'est forcément un peu plus facile parce que ADI, on existe depuis 5 ans, les gens nous connaissent, donc je pense que ça aide forcément, les gens nous font confiance. Mais si on se lance, c'est clair que c'est du suicide. Le CGP qui sort d'école et qui se lance sur ce modèle purement indépendant, il y a quasiment aucune chance d'arriver à vivre parce que non, c'est trop dur. C'est vraiment très dur. Il faut vraiment être en mesure d'expliquer l'intérêt, alors que c'est dans l'intérêt du client, mais c'est très dur d'expliquer l'intérêt et de prouver qu'il a tout intérêt à choisir cette voie-là. Mais oui, attention au terme indépendant parce que beaucoup de CGP se disent indépendants, mais ils sont juste indépendants dans le sens indépendant en dehors d'une banque. Oui. Ils jouent sur les non salariés d'une banque. Voilà, non salariés d'une banque, donc ils disent oui, je suis pas rattaché à une banque, je suis indépendant. Non, vraiment indépendant, c'est si tu es assujetti, soumis à la directive MIF2, directive européenne, qui veut que tu peux être rémunéré exclusivement en honoraires et que si tu touches des rétrocommissions, tu dois les rembourser
au client. Là, c'est purement indépendant. Donc, je fais la différence entre CGPI indépendant et CGPI purement indépendant MIF 2. Bon. Je crois qu'on a bien taillé un costard au CGP aujourd'hui. Attention, oui, non, je vais quand même. Il y a quand même des CGP qui ont des honoraires, des rétrocommissions. Mais j'en ai discuté avec une d'ailleurs la semaine dernière, qui a répondu à. J'ai envoyé une newsletter justement en racontant cette histoire du lecteur qui a vu le vendeur de Pinel là, et j'ai raconté ça en newsletter. Et c'est une CGP qui m'a répondu, mais de façon très sympa, en disant oui, j'ai adoré votre histoire. Effectivement, la profession elle-même l'a dit. Elle a dit, la profession est souvent salie par ce genre de gens qui sont juste des vendeurs de Pinel et qui se font passer pour des vrais conseillers. Elle l'a dit elle-même. Elle a dit, en revanche, moi-même, je suis CGP et je prends pas d'honoraires, je prends des rétrocoms, mais je distribue des bons produits avec peu de frais, etc. Et je dis oui, effectivement, ça existe aussi et je suis convaincu que vous en faites partie. Et ça a l'air carré ce qu'elle fait. Hein. Elle est très compétente. Elle a un Master 2 aussi. Et elle a l'expérience, donc elle a l'air top. Mais c'est assez rare de trouver des CGP de ce modèle qui soient vraiment honnêtes et compétents. Mais elle en fait partie. Tu sais que je pense vraiment que ce qui empêche un indépendant de passer sur un modèle d'honoraire, c'est vraiment une question de rapport à l'argent. En fait, c'est une peur. Le problème, c'est les Français. Alors, oui et non. Dans les pays anglo-saxons, mais en France, les Français n'ont tellement pas l'habitude de ce modèle. Ton atout à toi, c'est que comme, entre guillemets, pour ceux qui vont comprendre le jargon marketing, tu as un canal d'acquisition extraordinaire. Parce que 100% ou 99% de tes clients vont passer par ils viennent le site et qui a l'énorme avantage de créer de l'intelligence financière avec un niveau de connaissance qui est un petit peu plus élevé. Donc, la crainte d'un CGP dont lui, ses clients, c'est sur la recommandation, c'est tout simplement en ouvrant Google et en tapant conseiller en gestion de patrimoine, c'est sur la recommandation de cabinets comptables à droite à gauche. Et en fait, la typologie de clients, effectivement, a probablement des attentes sur le fait que ce soit gratuit, parce que c'est du conseil. Donc, qu'au moins les premiers niveaux d'interaction soient gratuits. Puis en plus, si c'est le bouche à oreille et que le copain nous a dit ce sera gratuit, etc. Et donc, voilà, pour moi, il y a une vraie barrière psychologique si je change de perte de clients, en fait. Si je change mon modèle, je vais perdre des clients parce que mes clients veulent ça. C'est ça. Alors que je pense que la profession dans son intégralité a un devoir d'éducation. En fait, c'est si la profession change, a priori, comme tu le disais, enfin, on est habitué, on se dit même un avocat, ça va coûter très cher. On sait qu'à partir du moment où on passe 15 minutes au téléphone avec un avocat, il va falloir ouvrir le portefeuille. En fait, préparé psychologiquement. Exactement, en fait. Et pourtant, l'avocat, pour une heure, c'est que du conseil. Il a pas pris notre dossier, il a rédigé aucun acte, il a rien fait. Donc, je suis prêt à payer pour du conseil parce que c'est la norme et que je l'accepte. Et donc, pour moi, il y a une partie vraiment d'éducation du français que les CGP, comme la femme que tu décris, c'est aussi leur responsabilité de dire, voilà, en fait, il y a une vraie expertise, il y a un vrai travail, etc. Et donc, je vais facturer des honoraires. Et je vous explique pourquoi je change de modèle, parce que je veux aller au bout de la démarche je ne veux plus qu'il y ait le moindre doute sur le fait que je propose des produits qui sont dans votre intérêt et non pas dans le mien. C'est exactement ça, ouais. Même si moi, je connais mon éthique, ça c'est un peu ça, la limite. C'est la personne qui exerce, elle connaît son éthique, mais les clients, ils peuvent très bien se dire, oui. La seule moyen de le prouver au client, c'est de dire, j'ai pas de rétrocom. Parce que même si t'es sérieux, il y aura toujours une part de doute de la part du client. Et pour lever cette part de doute, j'ai pas de rétrocom. Voilà. Exactement. Donc, c'est clair. Par contre, la transition, elle est pas forcément évidente parce qu'elle fait forcément remonter énormément de peur sur le nombre de clients que tu vas perdre, etc. Ouais. Et en même temps, je pense, c'est marrant parce que si des CGP nous écoutent, je vous dirais éventuellement. Ils ont raccroché depuis longtemps, là. Peut-être. Non, mais en fait, si vous écoutez Richissime et que vous aimeriez, vous, avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous payant avec un CGP pour faire un audit, un bilan, etc. Mais que vous êtes prêt à payer, genre dites-le moi. Envoyez-moi un message. Parce que j'ai envie
j'ai envie de pouvoir publier sur mon Insta, en story, etc. Voilà, messieurs et mesdames les CGP, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Il y a des gens qui sont prêts à payer malgré ce que vous pensez. Parce que mon intime conviction, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à payer que ce qu'on croit. C'est de la pédagogie. Si on explique bien les choses, oui, les gens comprennent. Il faut juste avoir 1 heure pour expliquer à la personne en face. Si tu prends au coin de la rue, moi, j'en ai parlé à une amie militaire, commandant, et tout de suite, elle s'est braquée. Elle dit, oh non, moi, je ne fais pas hors de question. Mais elle dit, mais attends, je t'ai pas encore expliqué le truc. Elle s'est braquée tout de suite. Donc, faut quand même être assez ouvert d'esprit pour prendre le temps d'écouter les arguments pour, contre, si tu te braques tout de suite. Mais après, je comprends. Hein, peut-être moi, qu'il y a 20 ans, à mon avis, j'aurais été braqué aussi parce que j'avais connu que la banque. Et je me disais, j'ai mon conseiller, c'est gratuit, pourquoi je vais payer? Avec zéro connaissance, il y a 20 ans, j'aurais refusé, je pense. Mais maintenant, avec mes connaissances actuelles, c'est facile à dire. Je me dis, oui, mais c'est évident. Donc, il faut un minimum d'éducation financière pour comprendre son intérêt, en fait. Exactement. Du coup, Nicolas, on parle d'honoraires. Est-ce qu'il y a un standard sur le marché ou est-ce que mon intuition, c'est plutôt que chacun fixe à peu près ses prix. Mais est-ce qu'il y avait un standard sur lequel vous êtes à peu près calé sur le marché pour fixer vos honoraires et comment ils sont fixés du coup? Alors, les cabinets CGPI, c'est déjà très rare et le peu qu'on a trouvé qui ont une visibilité, ils étaient entre 200, 150, 300, 400 euros le premier rendez-vous. Ouais, ok. Ensuite, premier rendez-vous de 2 heures, c'est ça? De connaissance, c'est ça, 2 heures pour la connaissance. Ensuite, ça nous échappe, on ne sait pas du tout comment ils procèdent. Après leur lettre de mission, on ne connaît pas leurs honoraires. On a une petite idée, mais on n'a pas pu se caler dessus. On ignore totalement ce qu'il faut. Et vous, la pratique que vous avez adoptée, du coup, qu'on se donne un peu une idée. Bon, on a vu qu'on perdait vite 3, 5, 10, 10 000 euros en frais quand c'est de la rétrocommission. Et du coup, si c'est des honoraires qu'on doit payer, ça ressemble à quoi? Alors, le premier rendez-vous, c'est 150 euros TTC. Ouais. Le rendez-vous de 2 heures pour faire connaissance, dégager quelques pistes de conseils, de réflexion. Ensuite, il y a un temps où le CGP va travailler de son côté et faire l'analyse. Il revient vers le client avec une lettre de mission qui cadre son intervention, sa mission. Et là, ça peut chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Alors, pour dire ce qui s'est passé pendant 1 an avec le CGPI, chez qui on a envoyé nos prospects, nos lecteurs pendant 1 an, c'était entre 2 000 et 20 000 euros. Ok. D'après ce qu'il nous a expliqué, l'aide de mission signée entre 2 000 et 20 000 euros. Mais j'imagine que c'est pas à la tête du client. C'est pas à la tête, ça dépend vraiment de la mission. Ça dépend du temps de travail nécessaire. Ça dépend s'il y a suivi ou pas. Si c'est juste une mission ponctuelle. Ça dépend de la surface patrimoniale, de l'enjeu. Et ça, c'est discuté avec le client. Et c'est du win-win. Il faut que le client ait un retour sur investissement. Si le client les paye tant, c'est qu'il gagnera bien plus en retour sur investissement. Ok, il gagnera bien plus parce que la mission est plus complète. Parce que la mission est complète et parce qu'il aura été bien conseillé pour investir par exemple sur les meilleurs fonds qui vont bien performer, plutôt que d'avoir payé 0 et d'avoir des mauvais fonds actifs qui vont moins bien performer. Il vaut mieux payer un peu et avoir des fonds qui vont rapporter 7-8% par an, plutôt que le fonds qui rapportera que 4% par an net de frais de gestion. Okay. Sur 100 000 euros d'investissement, le bon fonds, il va rapporter 8 000 euros par an en moyenne annualisée. Le mauvais fonds, il va rapporter que 4 000. C'est 4 000 euros de frais tous les ans, de frais que tu vois pas passer parce que c'est des rétrocommissions. Mais nous, avec notre modèle, on prend les meilleurs fonds, du coup, avec quasiment zéro frais. Mais on a les meilleurs fonds qui vont performer sur le long terme et il y a les frais, des honoraires. Et ça, c'est pour la partie investissement en valeur mobilière. Pour tout ce qui est du reste, l'immobilier, les conseils, les purs conseils juridiques, ça dépend pas de ta surface patrimoniale. Ouais. Mais ça peut dépendre de la complexité du dossier et donc du temps d'analyse. Voilà, si c'est la fiscalité internationale, parce que quelqu'un qui est expatrié, qui travaille en Chine et qui a des intérêts économiques en France, aux USA, etc., là, ça devient beaucoup plus compliqué, par exemple. Ok, donc ça peut être du conseil, ça peut être donc de la gestion de portefeuille,
C'est vraiment à la carte, c'est vraiment du sur-mesure et c'est une discussion avec le client. Ok, et ça va varier en fonction de le volume, la taille du patrimoine, la surface patrimoniale et éventuellement la complexité de la situation qui du coup va faire... C'est ça. Maintenant, s'il y a un suivi annuel avec le client, le suivi annuel, ça comprend tout. Ça comprend la gestion du portefeuille mobilier. Ouais. Ça comprend également les conseils tout le long de l'année. Si on a vu avec Nicolas le CGPI qu'on a recruté, il est hyper réactif, que ce soit par WhatsApp ou par mail ou téléphone. Il est hyper actif, hyper présent. Et s'il y a une lettre de mission qui comprend le suivi annuel, c'est ça aussi. C'est vraiment répondre rapidement à toutes les interrogations, que ce soit la déclaration de revenus, tel ou tel point fiscal ou juridique. C'est pas uniquement la gestion d'argent, et c'est pas une somme en plus à verser, c'est compris dans le forfait annuel, du suivi annuel. Et d'ailleurs, dans le suivi annuel, est-ce que c'est que entre guillemets sur demande, c'est-à-dire c'est quand le client il envoie un email, ou il y a aussi, tu vois, genre au moins une fois par an, un bilan de performance qui est 4 fois par an, il y a une espèce de bilan de performance qui est envoyé ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, disons qu'il y a une grand-messe annuelle, un rendez-vous annuel à la date anniversaire d'1 an, mais il y a aussi tous les 3 mois, trimestriellement, un point de situation sur la gestion et sur les problématiques qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Ok, d'accord. Le lien, il est toujours présent, il n'est jamais interrompu, et c'est soit spontané si le client appelle ou envoie un mail, ou c'est soit provoqué par le CGP qui trimestriellement revoit le client pour le suivi, dans le cadre du suivi. Ça, c'est complet. Ça, c'est la formule. Nous, par défaut, c'est indépendant. Purement indépendant au sens 1002, honoraire. Ok. Nicolas, on peut te retrouver donc sur avenuedesinvestisseurs.fr. C'est ça. Ce fameux cabinet, alors tu me dis qu'il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a On est en train de faire le site. On va quand l'épisode sera diffusé, je pense que le site, il sera... En fait, le site, on va le sortir au mois de septembre. Ok. Alors là, on enregistre fin août. Mais a priori, cet épisode sera diffusé quelque part en octobre. Donc c'est bon, le site il sera là en septembre. Voilà, il y aura le site et je le mettrai en description. Sinon, j'imagine que de toute façon, en allant sur avenuedesinvestisseurs.fr, vous trouverez un lien qui vous amène vers le site pour prendre Il y a le menu conseiller tout en haut. On a un menu conseiller. Il y a juste à cliquer dessus. Voilà. Et vous avez toutes les informations. Et merci encore, Nicolas. Peut-être qu'il y aura une 3e fois en 2023. Qui sait? Ça va être une saga. Ouais, en tout cas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Aller sur le site les yeux fermés. Moi, c'est ma ressource aussi. Donc, je ne peux que la recommander. Aux auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao. Bye bye. Au revoir. Merci à tous les warriors qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis certaine, en tout cas c'est ce que me dit mon petit doigt, que vous allez être nombreux à vouloir faire le point sur votre situation avec Nicolas. Son cabinet donc, Prosper Conseil, alors c'est prosper-conseil.fr, a d'ailleurs prévu une remise pour tous les auditeurs de Richissime. Vous recevrez donc 100 € de remise sur votre lettre de mission si vous décidez de travailler avec eux. Si vous voulez bénéficier de cette remise, il n'y a, attention, qu'un seul moyen. C'est très simple, mais il ne faut pas passer à côté. Il faut cliquer sur le lien d'affiliation qui est en description de l'épisode pour pouvoir ensuite avoir accès à cette remise. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.